Bien. Je vous propose de commencer le cours d'aujourd'hui. Je vous rappelle que nous aurons à 11h15 un séminaire qui sera donné par Alexia Ofev de l'Institut Néel sur une nouvelle approche sur l'interprétation de la physique quantique. Et le titre du séminaire, c'est donc « Contexte, système, modalité, un nouveau réalisme pour la mécanique quantique ». Et nous, on va continuer le cours qu'on a commencé donc, il y a déjà 2 semaines. Ce cours, je vous rappelle que son thème général, c'est les fluides de basse dimension, la mécanique physique quantique à basse dimension, et plus précisément cette transition de Kosterlitz-Thouless. Et le cours d'aujourd'hui, son titre, c'est donc le quasi-ordre à longue portée. Alors, je vous rappelle où on en est à l'issue des 2 premiers cours. On a vu que si on se mettait à température non nulle, eh bien, pour le dire vite, il n'y a pas d'ordre à longue portée dans un système de basse dimension. C'est Peierls le premier qui a compris ça. Ça a été formalisé par Mermin, Wagner et Hohenberg. Et ce qu'on a vu successivement dans les 2 cours qui ont eu lieu, c'est dans le premier cours que si on considérait comme ordre l'ordre cristallin, eh bien effectivement, si on se limite à des interactions entre proches voisins, et ça c'est une hypothèse importante pour avoir le théorème de Mermin-Wagner, c'est de ne pas avoir d'interactions à trop longue portée, il faut des interactions à courte portée. Eh bien, si on se limite à des interactions entre proches voisins, eh bien, on a vu qu'effectivement, à 2 dimensions, il n'y avait pas d'ordre cristallin qui apparaissait si la température était non nulle. Et puis, dans le cours de la semaine dernière, on a étudié un autre type d'ordre, qui est l'ordre en phase, qui peut apparaître dans un gaz de boson. Donc, on a considéré un gaz de Bose, et on s'est limité à un gaz de Bose idéal, donc en l'absence de toute interaction entre particules. Et là aussi, eh bien, on a vu que le passage de 3D à 2D faisait perdre l'ordre à longue portée. À 3 dimensions, on a un vrai condensat qui peut se produire à température non nulle, en dessous d'une certaine température critique, avec un ordre à longue portée en phase, alors qu'à 2 dimensions, eh bien, on a montré que cette fonction G1 qui caractérise l'ordre en phase, qui est simplement donc c'est un opérateur à une particule, hein, je détruis une particule au point 0 et j'en crée une autre au point R, et je prends la moyenne thermique de ça, eh bien, cette fonction G1 ne tend pas vers une limite finie non nulle à l'infini, mais au contraire décroît, et qui plus est, elle décroît vite, c'est-à-dire qu'elle décroissait, on avait trouvé comme une exponentielle moins R sur L. De ce point de vue-là, le gaz de Bose idéal était assez tristounet, parce que finalement, on n'avait pas trouvé dans ce gaz de Bose idéal la moindre trace d'une transition de phase. On avait trouvé que cette G1 décroissait exponentiellement. Certes, quand je refroidissais le gaz, la longueur caractéristique de l'exponentielle, elle, devenait de plus en plus grande, mais enfin, il n'y avait rien de spectaculaire qui se produisait. Néanmoins, comme vous le savez, il y a eu un prix Nobel l'an dernier qui a été attribué à Kosterlitz et Thouless pour la transition Berezinski-Kosterlitz-Thouless. Donc, il y a bien possibilité d'avoir une transition de phase à 2 dimensions entre un état qui est complètement désordonné et puis un état qu'on va qualifier aujourd'hui de quasi-ordonné, mais cette transition échappe au gaz parfait. Contrairement à la condensation de Bose-Einstein qui se produit bien à 3 dimensions pour le gaz parfait, eh bien, la transition BKT, elle, échappe au gaz parfait. On n'en avait trouvé aucune trace. Et le point crucial par lequel on avait terminé la semaine dernière, c'est que si on voulait trouver cette transition, eh bien, on n'échappait pas à prendre en compte les interactions. Contrairement au cas 3D où les interactions sont juste un petit supplément qui vient s'ajouter pour traiter la condensation de Bose-Einstein, eh bien, à 2D, si on ne met pas d'interaction, on n'a pas de transition. Les interactions sont essentielles. C'est donc ça le but du cours d'aujourd'hui et le cours de la semaine prochaine, c'est vous montrer comment, grâce aux interactions, on arrive à reconstruire cette transition BKT. Alors, donc, ce but du cours d'aujourd'hui, c'est, comme je viens de le dire, prendre en compte les interactions pour montrer ce changement radical qui peut se produire dans la cohérence d'un fluide de Bose à 2 dimensions. Et plus précisément, ce que j'aimerais montrer aujourd'hui, c'est j'aimerais qu'on se concentre sur la partie basse température et vous montrer que l'ordre qui peut apparaître, donc ce n'est pas un vrai ordre à longue portée, mais c'est ce qu'on peut qualifier d'un quasi-ordre. C'est-à-dire que cette fonction G1, qui caractérise la cohérence en phase, au lieu de décroître exponentiellement vite, comme dans le cas du gaz parfait, eh bien à basse température, au moins, elle décroît algébriquement. C'est-à-dire que psi croix de R, psi de 0, moyenné thermiquement, eh bien, ça peut décroître comme 1 sur R puissance alpha, et on va caractériser aujourd'hui l'exposant alpha qui vient se mettre là-dedans. Et vous verrez que cet exposant peut être très petit, ce qui veut dire qu'effectivement, en pratique, tout peut se passer comme si on avait un ordre sur des échantillons de taille finie. Alors, pour simplifier notre étude, on va faire ce qu'on appelle une approche champ classique. Et ça, c'est vraiment un ingrédient essentiel dans le traitement de la transition BKT, c'est cette description de la matière par
un champ classique, donc un objet qui ressemble au champ électromagnétique qu'on utilise quand on fait des équations de Maxwell classiques. Donc, comme ça, ce n'est pas forcément traditionnel pour tout le monde, eh bien, j'aimerais commencer ce cours par discuter le domaine de validité de cette approche champ classique, et en particulier une question importante, c'est finalement, quand on fait une approche champ classique, qu'est-ce qui reste de quantique dans le traitement qu'on va faire? Et puis ensuite, eh bien, une fois qu'on aura bien compris ce que c'est que cette approche champ classique qui est la base de l'étude de BKT, eh bien, on discutera les prédictions de cette approche dans ce que j'ai appelé la limite des petites fluctuations. Vous verrez que ça correspond simplement à supposer que la densité, c'est-à-dire l'amplitude du champ et la phase du champ sont à peu près bien définies, enfin fluctuent lentement. Et dans ce cadre-là, eh bien, on dégagera la notion d'onde sonore et plus généralement de spectre de Bogoliubov, qui est une notion bien connue à 3D, mais qu'on découvrira à 2 dimensions. Voilà, donc je commence par cette approche champ classique sur laquelle j'aimerais passer un certain temps parce que, encore une fois, c'est un point essentiel pour construire de manière assez simple le formalisme de la transition BKT. Donc notre idée ici, c'est de partir d'un système de grand N particules identiques, donc des bosons, et les décrire par ce champ psi de R qui est un objet complexe défini en tout point de l'espace, donc un psi de xy, puisque je suis à 2D. Donc le but ici, c'est de remplacer une fonction d'un n-core, phi de R1, R2, Rn, qui contient donc plein de corrélations entre les particules, par un objet qui est beaucoup plus simple à manipuler, puisque c'est simplement une fonction psi qui dépend de 2 coordonnées, et donc ça reviendra à remplacer le phi de R1, R2, Rn par une fonction factorisée où la particule 1 est dans l'état psi, la particule 2 est dans l'état psi, la particule n est également dans l'état psi. Alors, pour motiver ça, je voudrais commencer par faire une analogie optique. Quand on fait de l'optique, a priori, si on croit à la mécanique quantique, mais je crois que dans cette salle on y croit tous, eh bien, on sait qu'il faut quantifier le champ. Quantifier le champ, ça veut dire se donner un certain volume ou une certaine cavité pour quantifier ce champ. Donc prenons une boîte simplement avec des conditions limites périodiques. Donc à ce moment-là, on quantifie le champ en décomposant ce champ en modes. Un mode est caractérisé par un vecteur d'onde k et une polarisation epsilon. Et si maintenant je dois préciser quel état à un instant donné de mon champ électromagnétique, eh bien je dois construire une base dans laquelle chacun des vecteurs de base me précise combien j'ai de photons N1 dans le mode K1 epsilon 1 de mon volume de quantification, N2 photons dans le mode K2 epsilon 2, etc. Et puis l'état le plus général du champ, eh bien, c'est une combinaison linéaire de tous ces états spécifiés, N1, N2, etc. Donc ça, c'est bien compliqué. Ça va bien si on fait une approximation monomode du champ, mais si on veut faire un traitement du rayonnement du corps noir comme ça, ben ça peut être très lourd. Et très souvent, eh bien, on remplace ces descriptions quantiques du champ par une description classique du champ électromagnétique, dans laquelle on se donne simplement 2 champs, le champ électrique et le champ magnétique, donc c'est-à-dire 6 composantes réelles, EX, EY, EZ, BX, BY, BZ, qui dépendent du point de l'espace R et de l'instant T. Et cette description classique du champ électromagnétique, eh bien, on sait qu'elle permet de décrire beaucoup de phénomènes, y compris des phénomènes qui, a priori, pourraient être mis dans la classe quantique. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez, à peu d'ingrédients près, faire une description classique du fonctionnement d'un laser, comme ce pointeur que j'ai ici, et cette description classique du laser fournit des prédictions qui sont très, très pertinentes. Donc, on est habitué, en électromagnétisme, à remplacer quelque chose qui sera un traitement quantique complet par un champ classique. Eh bien, c'est ça qu'on va essayer de faire aussi avec des ondes de matière. Alors, puisque j'ai pris cette analogie optique, je voudrais continuer un tout petit peu avec elle pour essayer de bien délimiter son champ d'application à cette approche champ classique. La chose qu'on néglige quand on fait une approche champ classique, c'est ce qu'on peut appeler la granularité de la lumière. C'est-à-dire c'est la notion de photons individuels, de grains d'énergie individuels. Et cette granularité de la lumière, eh bien, elle se manifeste dans le fait que, en mécanique quantique, le champ électrique et le champ magnétique sont des opérateurs. Des opérateurs, ça ne commute pas entre eux. Et la brique élémentaire de cette non-commutation, eh bien, c'est finalement ce que j'ai écrit ici. Je prends l'opérateur création d'un photon dans le mode K epsilon, que j'appelle A croix K epsilon, l'opérateur destruction du photon dans ce même mode, et le commutateur de A avec A croix ne vaut pas 0, mais en fait il vaut 1. Et cette granularité de la lumière, eh bien, ça revient à cette non-nullité du commutateur. Alors comment est-ce que je peux voir cette non-nullité du commutateur? Simplement, si je prends un mode du champ avec n photons dans le mode K epsilon, eh bien, si je calcule la valeur moyenne de A croix A, je trouve grand N,
ce nombre de photons. Et si je calcule la valeur moyenne de A à croix, eh bien, je trouve n plus 1. Donc les deux ne sont pas égales, simplement parce que le commutateur ne vaut pas 0. Mais si je vais considérer un mode du champ électromagnétique où j'ai beaucoup de photons dans ce mode, grand N est grand devant 1, à ce moment-là, ce n'est pas bien grave d'avoir n d'un côté et n plus 1 de l'autre. Je peux dire que n est à peu près égal à n plus 1, et à ce moment-là, eh bien, je peux oublier cette granularité de la lumière. Eh bien, c'est précisément ça qui va être à la base de notre traitement de champ classique pour les ondes de matière. Comme vous allez le voir, si on se limite à des modes, c'est-à-dire à des états possibles qui sont fortement peuplés, où il y a beaucoup de particules dans cet état, eh bien, l'approximation de champ classique sera tout à fait valable, tout à fait correcte. Un autre aspect qui est une limite de l'approche champ classique, c'est quelque chose qu'on trouve quand on regarde l'équilibre thermodynamique de ce champ classique. C'est le fameux problème du rayonnement du corps noir. À la fin du XIXe siècle, avant l'apparition de la mécanique quantique, eh bien, tout ce que les physiciens avaient, en fait, c'était le champ classique, c'était les équations de Maxwell qui le régissaient. Et comme vous le savez, eh bien, un des grands problèmes de la mécanique de l'époque, donc mécanique et thermodynamique de l'époque, c'était que quand vous appliquiez les principes de la thermodynamique au rayonnement électromagnétique en équilibre avec les parois d'un four à température T, eh bien, on se heurtait à des divergences. C'est-à-dire qu'on était conduit, si on croyait à la thermodynamique, à appliquer l'équipartition de l'énergie à chacun des modes du champ électromagnétique dans le four que vous avez considéré. Et cette application de l'équipartition de l'énergie conduisait à des divergences. Alors, puisque ça va revenir dans la suite, je voudrais juste vous rappeler comment est-ce que ces divergences apparaissent. C'est tout simple, donc j'ai juste une diapositive là-dessus. Supposons que vous ayez décrit un phénomène physique avec un champ classique que j'appelle E de R. Donc ça peut être le champ électromagnétique, mais ça peut aussi être des ondes de capillarité à la surface d'un liquide, ça peut être des ondes acoustiques, ça peut être n'importe quoi que vous décrivez par un champ classique E de R. Alors je prends E scalaire. Si je fais l'électromagnétisme, comme j'ai dit, il faut que E soit un champ vectoriel, c'est même E et B que je dois prendre, mais prenons un champ scalaire pour simplifier les notations. L'énergie de ce champ classique, eh bien, si je prends un modèle simple, ça va être proportionnel à l'intégrale sur tout mon volume dans lequel j'ai considéré le champ, du carré de ce champ, E2. Encore une fois, pensez, si vous le voulez, à l'électromagnétisme, où la densité d'énergie, c'est le carré du champ électrique plus le carré du champ magnétique, avec des coefficients ε0 et mu0. Bien, donc ça, c'est un modèle très simple de l'énergie de ce champ. Ensuite, comment est-ce qu'on fait la thermodynamique de ce champ? Eh bien, le plus simple, c'est de décomposer ce champ en mode propre. Alors, il y a une terminologie qui fluctue selon qu'on s'intéresse à la lumière, ou plutôt à la lumière, ou plutôt à des particules matérielles. Quand on s'intéresse à la lumière, on parle souvent de mode propre. Quand on s'intéresse à des particules matérielles, on parle souvent d'état propre, mais j'utiliserai un terme ou l'autre de manière équivalente. Donc, on décompose ce champ en mode propre, qui sont indépendants, c'est-à-dire que je fais simplement une décomposition de Fourier du champ à l'intérieur de ma boîte de volume grand L, donc j'ai des ondes planes comme base et puissance IQR, et le champ, donc un état du champ donné caractérisé par les coefficients de Fourier, EQ, qui apparaissent ici. Et la population d'un mode, donc c'est simplement le module carré de ce EQ, les EQ sont des nombres complexes, et le module carré de EQ, c'est la population du mode Q. Et maintenant, si vous exprimez cette énergie ici, donc en remplaçant le champ E de R par sa décomposition en série de Fourier, eh bien, un calcul très simple vous dit que cette énergie sera donc proportionnelle au volume que vous avez considéré, L cube, fois la somme des modules carrés de Q, donc la somme des populations des différents modes. Et si maintenant, eh bien, vous dites qu'une configuration donnée des EQ ici a un poids de Boltzmann, P de EQ, qui est simplement proportionnel à l'énergie de ce champ divisé par kT, eh bien, vous trouvez donc que chacun des EQ est une variable gaussienne, et immédiatement, vous trouvez donc ce que j'appelais l'équipartition de l'énergie à la diapositive précédente, c'est que valeur moyenne de EQ carré, la variance de ma gaussienne, de ma distribution gaussienne, va être proportionnelle à kT, parce que j'ai un kT au dénominateur ici, et un module de EQ carré au numérateur. Et cette variation linéaire en température de la population d'un mode, eh bien, c'est vraiment la signature, c'est l'empreinte digitale d'une théorie de champ classique. C'est en optique ce qu'on appelle la loi de Rayleigh-Jeans, c'est que les modes d'énergie, alors en fait ce n'est valable si après on fait la mécanique quantique, c'est valable qu'aux modes de grande longueur d'onde, de basse énergie, mais dans une théorie de champ classique, tous les modes sont classiques, donc c'est la signature de cette théorie de champ classique, c'est cette population linéaire en température. Voilà, et c'est ça qui conduit à des divergences, qui peut conduire à des divergences, parce qu'ensuite, quand on somme ça sur tous les modes possibles, comme j'ai une infinité de modes, alors bien sûr, il peut y avoir un dénominateur ici qui fait converger, mais enfin, c'est la source de problèmes. Donc,
Passons maintenant à ce qu'on veut faire pour la matière, et ça va être directement inspiré de ce que je viens de décrire pour la lumière. On va remplacer la vraie fonction d'onde, le grand phi de R1, R2, Rn, ou si j'ai affaire à des mélanges statistiques, l'opérateur densité ρ à n particules, on va le remplacer par un champ psi de R ou un mélange statistique de champs psi de R. C'est-à-dire que je vais me limiter dans mon approche à des états qui seront des états où je mettrai mes grand N particules dans le même état psi. Donc c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure sous la forme d'état factorisé, psi de R1, psi de R2, psi de Rn. Et si je prends une moyenne statistique, j'aurai besoin de la densité de probabilité pour qu'un état psi apparaisse, et ça, je vais noter par cette lettre calligraphiée P de psi. P de psi, c'est, donc pour bien faire les choses, il faut se mettre dans le cadre de l'intégrale fonctionnelle, c'est la probabilité qu'un tirage donné du champ psi puisse émerger dans la description de mon système. Et une fois que je connais cette densité de probabilité P de psi, eh bien, je suis capable de calculer, dans le cadre de cette théorie champ classique, toutes les quantités physiques qui m'intéressent. Si je prends une quantité physique grand A caractérisée par l'observable, l'opérateur hermitien à chapeau, eh bien, la valeur moyenne de grand A dans le cadre de ma théorie de champ classique, ce sera simplement l'élément de matrice de A chapeau pris entre n psi et n psi, donc l'état que j'ai écrit ici, psi de R1, psi de R2, psi de Rn, pondéré par le poids P de psi et intégré sur tous les champs possibles psi. Évidemment, le but, c'est que cette moyenne elle soit le plus proche possible du résultat exact, qui serait, si je connais la matrice densité à n corps, le ρ à n corps, trace de ρ chapeau à chapeau. Alors j'insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'une approximation. Je donne dans les notes un contre-exemple qui montre qu'on ne peut pas espérer, avec ce type d'ansatz, reproduire tous les états quantiques possibles, tout comme on sait bien qu'en photonique, il y a des états qui ne sont pas descriptibles par des champs classiques de Maxwell, des équations de Maxwell, E et B. Mais cette approximation, au moins pour ce qu'on va faire aujourd'hui et la semaine prochaine, est tout à fait suffisante. Alors, ayant dit ça, je pense que c'est intéressant de revoir comment est-ce que cette théorie de champ classique peut être retrouvée à partir de ce qu'on connaît de la théorie générale de l'équilibre thermodynamique d'un gaz de boson. Donc, je vais revenir sur les statistiques quantiques et j'aimerais identifier, sur des formules qu'on connaît tous, qui sont les distributions de Bose-Einstein, j'aimerais identifier qu'est-ce que ça signifie de faire une approximation de champ classique. Vous allez voir, c'est très simple, ça correspond à prendre une certaine limite, qui n'est pas forcément la limite habituelle à laquelle on est habitué. Alors pour ça, j'aimerais revenir sur l'origine des statistiques quantiques, c'est-à-dire l'origine de la distribution de Maxwell-Boltzmann ou l'origine de la distribution de Bose-Einstein. Et pour discuter de cette origine, je tiens à vous rappeler qu'à la base de toute distribution d'équilibre statistique, que ce soit Maxwell-Boltzmann ou Bose-Einstein, il y a l'idée de faire un bilan de ce qui se passe dans une collision, un bilan de ce qui se passe pour que justement cet état d'équilibre soit atteint. Alors, je vais me limiter à des processus binaires pour faire ce bilan d'équilibre. Donc, je suppose que l'état d'équilibre entre mes particules est atteint parce que j'ai de temps en temps des collisions du type une particule dans un état J1 et une particule dans un état J2 donne une particule dans J3 et une particule en J4. Et cette collision sera possible si j'ai conservation de l'énergie dans mon système, c'est-à-dire si E1 plus E2, pour prendre une notation simple, égale E3 plus E4. Alors bien sûr, si ce processus-là est possible, le processus inverse est également possible, c'est-à-dire que je peux avoir 3 plus 4 donne 1 plus 2. Et si je me limite à une description corpusculaire classique de mon système, eh bien, si je regarde le taux de processus 1 plus 2 donne 3 plus 4, eh bien, le taux de processus qui part de 1 plus 2 sera proportionnel à n de J1 fois n de J2. Donc ça, c'est la flèche de la gauche vers la droite. Et puis le nombre de processus qui iront de la droite vers la gauche, c'est-à-dire qui iront de 3 plus 4 vers 1 plus 2, eh bien, sera proportionnel à NJ3 et NJ4. Donc le bilan détaillé me dit que je dois avoir à l'équilibre thermodynamique N1, N2 égale N3, N4. Si je suppose que ma fonction Nj ici ne dépend que de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie est la seule quantité conservée, que je n'ai pas besoin d'introduire d'autres paramètres de Lagrange dans mon système pour décrire la conservation d'autres quantités physiques, eh bien à ce moment-là, cette quantité Nj1, Nj2 égale Nj3, Nj4, je peux la écrire N21, N22 égale N23, N24, pourvu que E1 plus E2 égale E3 plus E4. Et donc ma distribution d'équilibre N de E, c'est une fonction qui doit satisfaire ça. C'est une fonction qui doit satisfaire pour n'importe quel quadruplet E1, E2, E3, E4, tel que E1 plus E2 égale E3 plus E4, je dois avoir N21, N22 égale N23, N24.
Alors la solution de cette équation, elle est simple, hein, c'est un exercice qu'on fait traditionnellement en terminale ou dans les premières années d'université. Si vous voulez le faire vraiment proprement, le plus simple, c'est de prendre le log de cette quantité. À ce moment-là, vous aurez log de fonction de 1 plus une log d'une fonction de 2 égale log d'une fonction de 3 plus log d'une fonction de 4. Et ça, on peut montrer que les solutions, c'est les fonctions affines. Donc les n de e, c'est donc les exponentielles de fonctions affines. Donc la solution générale de ça, c'est n de e égale de la forme e puissance ae plus b. Et puis traditionnellement, quand on fait de la physique, eh bien, petit a, on le note 1 sur kbt, petit b, on le note mu sur kbt, et on obtient comme ça la distribution de Boltzmann, n de e égale exponentielle mu moins e sur kbt. Voilà. Donc Boltzmann se retrouve simplement à partir de ce simple bilan dans une collision binaire. Maintenant, si on fait de la mécanique quantique, on a affaire à des bosons ou à des fermions, mais là je vais me limiter aux bosons, et à ce moment-là, eh bien, quand je décris ce qui se passe dans une collision comme ça, je dois prendre en compte les processus d'émission stimulée. C'est-à-dire que je dois dire que quand j'ai une collision 1 plus 2 qui se produit et qui veut donner du 3 plus 4, le taux avec lequel cette collision peut se produire, il va être influencé par le fait que l'état 3 ou l'état 4 est ou non déjà peuplé. C'est le problème de l'émission stimulée, que je n'avais pas dans la formalisme de Boltzmann, parce que dans la formalisme de Boltzmann, finalement, je ne considérais que de l'émission spontanée. La collision 1 plus 2 donne 3 plus 4, eh bien le taux 1 plus 2 donne 3 plus 4 ne dépendait pas de savoir si j'avais déjà des particules en 3 ou en 4. Si je prends en compte l'émission stimulée, donc, parce que maintenant j'ai affaire à des particules indiscernables, eh bien, le taux 1 plus 2 donne 3 plus 4, ce sera N1, N2, c'est les états de départ, et puis je dois prendre en compte ce qui se passe dans l'état d'arrivée, donc je dois mettre un 1 plus N3, 1 plus N4. Le 1, c'est ce que je peux appeler l'émission spontanée, c'était déjà présent dans Boltzmann, et le N3 qui est là et le N4 qui est là, ce sont les processus d'émission stimulée. Et j'ai donc mon bilan qui s'écrit comme ça, N1, N2, 1 plus N3, 1 plus N4 égale N3, N4, 1 plus N1, 1 plus N2. Vous allez me dire, ça devient compliqué. En fait, pas vraiment, parce que vous pouvez toujours mettre le 1 plus N1 qui est ici, vous pouvez le mettre au délimitateur du N1, le 1 plus N2 au délimitateur du N2, etc. Et finalement, vous vous retrouvez encore une fois avec une fonction de 1 ici fois une fonction de 2 égale une fonction de 3 fois une fonction de 4, pourvu que vous ayez la conservation de l'énergie E1 plus E2 égale E3 plus E4. Et ayant dit ça, eh bien, même motif, même punition, ça me dit, pour que les fonctions solutions de ça sont les fonctions telles que n de e sur 1 plus n de e égale encore une fois l'exponentielle d'une fonction affine, exponentielle de ae plus b, et cette relation-là, c'est facile de l'inverser. Ça vous donne n de e égale 1 sur exponentielle de moins ae plus b moins 1, et ça, ce n'est rien d'autre que la distribution de Bose-Einstein, où, encore une fois, vous identifiez le paramètre petit a, qui est purement mathématique ici, à 1 sur kt, ou moins 1 sur kt, et le paramètre petit b à moins mu sur kt. Voilà, donc Bose-Einstein, finalement, vous le retrouvez aussi simplement à partir de cette relation d'équilibre. Et c'est intéressant, une fois qu'on a ça, de bien comprendre, de bien identifier ce que j'appelle les deux régimes de la loi de Bose-Einstein, c'est-à-dire les deux cas limites selon que l'énergie qui figure ici est grande ou petite par rapport à kt. Alors la loi de Bose-Einstein, je vous l'ai tracée ici, le n de e est tracé ici en fonction de e moins mu sur kt, et c'est la courbe noire ici. Alors le régime qu'on regarde dans tous les livres, c'est le régime des grandes énergies. C'est-à-dire que si vous prenez cette loi-là et que vous allez prendre un e moins mu grand devant kt, à ce moment-là, l'exponentielle ici va être grande devant 1, vous pouvez négliger donc le moins 1 qui figure ici, et vous récupérez n de e proportionnel à l'exponentielle mu moins e sur kt. Cette chose-là, par construction, c'est petit devant 1, puisque j'ai dit que son inverse était grande devant 1. Et ça, ce n'est rien d'autre que la loi de Maxwell-Boltzmann que j'avais trouvée en négligeant l'émission stimulée. Donc, aux grandes énergies, cette partie-là de la courbe, eh bien, je vois que la loi de Bose-Einstein coïncide dans cette partie-ci, ou coïncide presque avec la loi de Maxwell-Boltzmann, qui est tracée en tiret bleu. C'est le régime de particules classiques, des modes n de e qui sont très peu peuplés, donc l'émission stimulée qui ne joue pas de rôle, c'est essentiellement l'émission spontanée qui détermine mon équilibre. L'autre régime intéressant, eh bien, c'est le régime qui est le régime des petites énergies. Je prends maintenant E moins mu petit devant kt, et là, on peut faire quelque chose que j'ai déjà fait dans le cours de la semaine dernière. Je peux remplacer à ce moment-là l'exponentielle de x par 1 plus x, son développement au voisinage de l'origine. Donc, je récupère un 1 plus exponentielle 1 plus la fraction E moins mu sur kt moins 1 toujours.
les 1 s'éliminent, et finalement ce n de E est égal à kT sur E moins mu, qui par construction, ce nombre-là, est grand devant 1. Et vous voyez que je récupère quelque chose dont je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la signature, l'empreinte digitale d'un champ classique. Je récupère une population n de E qui est proportionnelle à la température. Et ça correspond bien à ce que je m'attends comme régime de validité d'un champ classique, puisque par construction, comme je l'ai dit, dans ce régime-là, eh bien, mon nombre de particules n de E est grand devant 1, et donc, par mode est grand devant 1, et donc ce que j'ai appelé tout à l'heure la granularité de la lumière, mais qui devient ici la granularité de la matière, je peux l'oublier. Je peux assimiler n et n plus 1, et donc à ce moment-là, eh bien, ce régime de champ classique, effectivement, je m'attends à ce qu'il soit correct. Voilà, donc c'est ça que je vais appeler régime de champ classique, c'est ce régime de champ très peuplé, enfin de modes de champ tels que les différents modes sont très peuplés. Alors c'est intéressant avant de continuer, de retrouver directement ce régime de champ classique par le petit bilan de collision, en se disant, ce régime de champ classique, c'est le régime donc, où les modes sont très peuplés, donc l'émission stimulée prend le pas sur l'émission spontanée. Donc je reprends mon équation bilan que j'avais pour mes bosons, qui est écrite ici, N1, N2 fois 1 plus N3, 1 plus N4 égale sa contraposée. Et je vais supposer donc que là, je me mets dans le régime où le champ classique, je m'attends à ce qu'il soit valable, donc que tous les NJ sont grands devant 1 dans cette équation. Donc je vais traiter 1 comme petit devant les NJ. Alors, à l'ordre le plus bas, si je néglige tous les 1, là, c'est un peu tristouné encore, parce que je me récupère simplement que N1, N2, N3, N4 égale N1, N2, N3, N4. Je n'ai pas beaucoup progressé. Donc je vais quand même aller à l'ordre suivant. Donc à l'ordre suivant, ce que j'obtiens, c'est N1, N2 fois N3 plus N4, c'est le terme linéaire en N là-dedans, égale N3, N4 fois N1 plus N2. Est-ce que c'est compliqué de résoudre ça? Pas vraiment, c'est toujours la même petite gymnastique. Cette fois-ci, il faut faire passer donc, le produit N1, N2 au dénominateur de cette somme N1 plus N2, le produit N3, N4 au dénominateur de cette somme N3 plus N4, et vous récupérez donc 1 sur N1 plus 1 sur N2 égale 1 sur N3 plus 1 sur N4, si l'énergie E1 plus E2 est égale à l'énergie E3 plus E4. Et là, la solution, comme je disais déjà plusieurs fois, la solution sont les fonctions affines de l'énergie. Donc 1 sur N2 est une fonction affine de l'énergie du type AE plus B, ou pour revenir à des unités pour des physiciens, E moins mu sur KT. Et donc ça, c'est simplement N de E égale KT sur E moins mu. Je retrouve l'approximation que j'avais de ma loi de Bose-Einstein. Mais là, je l'ai eu directement sans passer par Bose-Einstein. Donc voilà, maintenant je pense que j'ai posé ce que j'appelais régime de champ classique. C'est un régime qui a priori était quantique, mais qui est tel que j'ai tellement de particules par mode que je peux faire une approximation par un champ psi de R. Alors c'est intéressant de voir que finalement, je reviens un cran en arrière sur cette distribution de Bose-Einstein, finalement ce mot classique, on le met un petit peu à toutes les sauces. Selon qu'on prend, enfin c'est la dualité onde-corpuscule, selon qu'on prend un point de vue corpusculaire ou ondulatoire, ce qui est classique, c'est plutôt les grandes énergies ou plutôt les petites énergies. Si vous prenez l'aspect corpusculaire, eh bien, ce qui est classique, c'est donc les grandes énergies, et les petites énergies, au contraire, elles sont non classiques dans l'aspect corpusculaire, alors que si vous prenez l'aspect champ, eh bien, dans l'aspect champ, ce qui est classique, c'est plutôt les modes très peuplés, et puis cela, au contraire, la granularité du champ joue un rôle, et à ce moment-là, c'est ça qui apparaît plutôt quantique. Donc, il ne faut pas confondre, il ne suffit pas de dire je prends l'approximation classique de la distribution de Bose-Einstein pour dire ce qu'on fait. Il faut dire en plus je prends la distribution classique en étant dans un point de vue corpusculaire, ou je prends l'approximation classique en étant dans un point de vue ondulatoire. Dire simplement qu'on prend une limite classique de Bose-Einstein n'a pas grand sens. Voilà. Donc ça, c'est un régime de particules classiques, ça, c'est un régime de champ classique, et les deux sont contenus dans Bose-Einstein. Voilà. Donc, ayant dit tout ça, une question que vous pouvez vous poser, c'est finalement, une fois que j'ai pris cette approximation de champ classique, qu'est-ce qui va rester de quantique dans mon traitement? Et c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans le premier cours et que j'aimerais redire ici. Il reste bien un ingrédient quantique essentiel, et cet ingrédient quantique, c'est la circulation de la vitesse qui est quantifiée. Alors, pour ça, eh bien, disons que j'ai décrit mon assemblée de particules donc, par ce champ psi de R complexe. Donc, un champ complexe, c'est quelque chose qui a une amplitude et une phase. L'amplitude, je l'écris racine de ρ de R. Ρ, ça va jouer le rôle de la densité de particules au point R. Et puis, j'ai une phase θ de R, donc un facteur de phase de puissance iθ. Et la manière dont je relie cet objet mathématique psi de R à la physique que je peux en extraire, eh bien, c'est en posant ce qu'on fait dans les tout premiers cours de mécanique quantique quand on étudie le courant de probabilité,
c'est en posant que le champ de vitesse des particules, ce que je vais pouvoir mesurer physiquement, eh bien, c'est proportionnel à gradient θ. Ce n'est pas anodin, ça. Hein. C'est là que la physique vient se connecter à la mathématique décrite par ce champ psi de R. Et le facteur de proportionnalité, c'est h bar sur m, ça fait donc intervenir la masse des particules. Et ensuite, la quantification de la circulation de la vitesse elle découle naturellement. Parce que quand vous prenez un champ décrit par un champ complexe, décrit donc par un facteur de phase et puissance i θ, si vous prenez l'intégrale sur un contour fermé de gradient θ, eh bien, cette intégrale, par construction même, va être quantifiée par un multiple entier de 2π, puisque la phase ici est définie à 2π près. Donc, si je prends un contour fermé et que nulle part j'ai de singularité, c'est-à-dire que ρ de R ne s'annule pas sur ce contour, eh bien, si je calcule cette intégrale curviligne ici, donc je vais prendre la différence de phase entre ce point-ci et ce point-là, puis ensuite la différence de phase entre ces deux points-là, puis entre ces deux points-là, etc. Puis je vais sommer, et modulo 2π, je dois trouver 0, donc je vais trouver quelque chose, cette intégrale va être 0 plus ou moins 2πn. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. L'intégrale de gradient θ dr, je l'écris n fois 2π, où n est un entier relatif. Ça, c'est valable pour tout contour fermé où donc la densité ne s'annule pas sur le contour. Si vous voulez vous en convaincre, vous prenez simplement un psi de R qui est égal à f de R, la variable radiale, fois puissance i phi, où phi est l'angle polaire dans le plan xy. Eh bien, si vous prenez ça, vous trouvez facilement que quand vous suivez ce contour-là, eh bien, vous avez une intégrale de contour qui vaut plus de pi. Et si maintenant eh bien, je remplace la vitesse, enfin si je remplace gradient θ par l'expression de la vitesse, simplement multipliant par h bar sur m, eh bien, ça me dit que j'ai effectivement un ingrédient quantique essentiel dans ma théorie, qui est que l'intégrale de v de r dr vaut n fois 2π h bar sur m, qui est donc le quantum de circulation de la vitesse. Donc, prendre cette approche de champ quantique pour décrire la matière, ce n'est pas renoncer à tout aspect de quantification. Il me reste un aspect quantique essentiel, qui va être celui qui va nous servir dans les cours qui vont suivre, c'est cet aspect que je viens d'écrire. Voilà, donc maintenant qu'on a bien posé, j'espère, l'aspect champ classique, eh bien, on va faire de la physique avec ça, et donc on va se poser la question d'écrire l'énergie du système en fonction de notre champ classique. Et puis ensuite, on étudiera la dynamique de ce système. Donc, je vais considérer un gaz. Alors, c'est un gaz, a priori, il vit dans l'espace à 3 dimensions, ce gaz, mais je vais supposer que je le confine fortement dans une des 3 directions d'espace, en l'occurrence la direction Z, par un potentiel que j'appelle V1D de trappe de Z, qui donc va fortement me confiner mes particules, on va le voir dans un instant, pour essentiellement qu'elles finissent dans l'état fondamental du potentiel V trappe 1D de Z. Et puis dans le plan XY, eh bien, mes particules peuvent bouger, alors elles peuvent bouger librement, ou alors elles peuvent être soumises à un potentiel de piégeage, V2D de XY. Selon les cas, je mettrai ce potentiel de piégeage ou je ne le mettrai pas. Ça, je dirais, pour l'instant, ce potentiel-là, je le laisse complètement libre. Alors, comment est-ce que je peux donc utiliser mon approche champ classique pour traiter ce problème? Donc, je pars de l'hamiltonien du système, donc ça c'est un hamiltonien à n corps. Je prends donc mes particules que je numérote de J égale 1 à n, et l'énergie du système, c'est donc la somme des énergies cinétiques, les Pj carré sur 2m, l'énergie de piégeage, donc qui est un piégeage à 3 dimensions, qui va se factoriser en un piégeage à 1D pour geler la direction Z, plus éventuellement le piégeage à 2 dimensions dans le plan XY. Et puis ensuite, eh bien, je sais que je veux des interactions entre mes particules. On a dit qu'elles étaient essentielles pour trouver la transition BKT, donc je les mets sous forme d'interaction binaire, ça suffit pour ce qu'on veut faire, et donc je les écris sous la forme U de RI moins RJ. Je somme sur toutes les paires I différentes J et je mets un facteur 1,5 pour ne pas compter 2 fois une paire J donnée. Bien, maintenant je fais ce traitement champ classique, c'est-à-dire que je vais remplacer ma fonction n corps phi de R1, R2, Rn par cet état factorisé. Alors là c'est un grand phi ici, là c'est un petit phi que j'écris ici, petit phi de R1, petit phi de R2, petit phi de Rn. Et je vais adopter la convention que cette fonction petit phi est normalisée à grand N, le nombre de particules, donc l'intégrale sur tout l'espace de module de petit phi au carré d3r est égal à grand N. Et donc ce qui m'intéresse, c'est l'énergie de mon système dans le cadre de cet ansatz de champ classique qu'on appelle encore champ moyen ou ansatz de Hartree selon les auteurs. Donc pour ça, eh bien, tout ce qu'il faut que je prenne, c'est que je prenne mon hamiltonien quantique à n corps H, chapeau, et que je prenne sa valeur moyenne dans l'état grand phi qui est écrit ici.
Alors là, c'est un calcul qui se fait sans malice. Il est détaillé dans les notes, mais je ne vais pas le faire en détail au tableau. Mais donc il n'y a aucun souci. On retrouve les trois termes que j'avais écrits ici. Le terme d'énergie cinétique, Pj carré sur 2m, eh bien, l'opérateur Pj, comme vous le savez en physique quantique, c'est h bar sur i gradient, moins i h bar gradient. Et donc, le terme Pj carré, quand je le prends en sandwich entre phi et phi, va me donner h bar carré sur 2m, gradient phi au carré. Le terme de piégeage que j'ai ici, eh bien, il va simplement se réécrire comme V3D de R module de phi au carré de R. Tout ça, cette fonction d'énergie, c'est une intégrale sur tout l'espace des 3 R. Hein. Et puis ensuite, j'ai le terme d'interaction, U de RI moins RJ. Alors là, je fais une simplification supplémentaire qui est de remplacer le potentiel qui, a priori, est compliqué. Hein. Il y a des parties de Van der Waals compliquées, des cœurs durs. Je remplace par un potentiel de contact, ce qui, dans le cadre de l'approximation de champ classique que je fais, n'est pas un problème à ce stade. Donc ce potentiel de contact, je l'écris sous la forme U de R moins R' égale petit g, qui donc me caractérise la force de ce potentiel, fois la description de Dirac, delta de R moins R'. Et petit g, si vous l'exprimez en fonction de grandeur connue, eh bien ça peut s'écrire 4pi h bar 2 sur m est la masse des particules, fois petit a a la dimension d'une longueur, et c'est la longueur de diffusion à 3 dimensions que j'avais brièvement mentionné dans le cours de la semaine dernière. Et donc, quand vous mettez ce potentiel de contact dans l'hamiltonien grand H ici, et que vous prenez donc en sandwich entre grand phi et grand phi, eh bien, vous trouvez que ce terme qui était ici, le 1,5 de U de RI moins RJ, vous donne 1,5 de G fois phi de R à la puissance 4. Voilà. Donc ici, vous avez du phi de R carré, et là, du phi de R à la puissance 4. Voilà, et c'est donc cette fonctionnelle d'énergie qui va me servir dans la suite. Alors maintenant, je dois me souvenir que je fais de la physique à 2 dimensions, donc je vais essayer de geler le mouvement selon la troisième direction, selon Z, et un moyen de le faire, c'est donc de mettre un potentiel harmonique fort selon Z. Ce potentiel harmonique est caractérisé par sa pulsation oméga Z, et si ce potentiel est suffisamment fort, et si mes particules sont suffisamment froides, eh bien, essentiellement, elles vont s'accumuler dans l'état fondamental de ce potentiel selon Z, et l'état fondamental d'un potentiel harmonique, eh bien, c'est une gaussienne, exponentielle moins Z2 sur 2 fois A OH carré, OH pour oscillateur harmonique, et cette taille caractéristique AOH de l'état fondamental de l'oscillateur harmonique, eh bien, c'est quelque chose qui fait intervenir la pulsation oméga Z du piégeage, oméga Z ici, et puis, encore une fois, H bar, et puis la masse de mes particules. Donc, le champ phi de XYZ que j'avais à la diapositive précédente, qui est un champ tridimensionnel, je vais pouvoir le remplacer sous une forme factorisée, un champ psi de XY qui va contenir toute la physique intéressante, toute la dynamique de mon champ d'onde de matière dans le plan XY, fois le mouvement selon Z, mais qui lui est gelé complètement, et qui est donc décrit par cette gaussienne Ki0 de Z. Donc je reprends ma fonctionnelle d'énergie de Gross-Pitayevsky 3D que j'avais à la diapositive précédente, et je remplace phi de XYZ par cette forme factorisée. Et à ce moment-là, eh bien, j'obtiens donc une fonctionnelle grand E qui dépend que de psi, puisque je connais la valeur de Ki0 de Z. Tout à l'heure, j'avais une intégrale sur D3R, mais l'intégrale sur DZ, je peux la faire, puisque je connais la forme de Ki0 de Z, c'est cette gaussienne ici. Et à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce que je retrouve ? Je retrouve toujours le terme d'énergie cinétique, mais cette fois-ci à 2 dimensions, gradient psi au carré. Le terme de piégeage, eh bien, maintenant, je n'ai plus que le piégeage à 2D, le piégeage à 3D, je l'ai intégré. Et enfin, le terme d'interaction, où j'avais tout à l'heure phi à la puissance 4, eh bien, ce phi à la puissance 4, je l'écris psi à la puissance 4 fois Ki0 à la puissance 4, et l'intégrale de Ki0 à la puissance 4, c'est une puissance quatrième d'une gaussienne, ça reste une gaussienne, donc ça se calcule simplement. Et ce qu'on va apparaître, c'est un terme d'interaction qui est donc en psi puissance 4 fois un préfacteur, qui est donc h bar 2 sur 2m, il était déjà là tout à l'heure, fois g tilde. Et g tilde est un nombre, vous pouvez le voir par analyse dimensionnelle, c'est un nombre sans dimension. Et là encore, c'est un nombre qu'on a déjà vu à la fin du cours précédent. Ce g tilde est proportionnel à petit a, la longueur de diffusion à 3 dimensions. C'est normal, elle était là au résultat précédent, donc elle reste là. Et l'intégrale donc, de Ki0 ici à la puissance 4 me met comme dénominateur le AOH, l'épaisseur du gaz selon la direction Z, la taille de l'état fondamental de l'oscillateur harmonique, fois un coefficient racine de 8π. Donc ce coefficient G tilde, qu'on avait déjà trouvé la dernière fois, mais en analysant une collision binaire à 2 dimensions, là on le trouve d'une autre manière, qui est une manière plutôt champ moyen, hein, où j'évalue la fonction de l'énergie associée à ce champ psi fois Ki0.
J'insiste bien sur le fait que c'est un nombre sans dimension. Hein, donc c'est un nombre qui peut être plus petit que 1 ou plus grand que 1, et ce nombre va me caractériser la force des interactions. Selon s'il est plus petit que 1, essentiellement, ce sera des interactions faibles. S'il est plus grand que 1, ce sera des interactions fortes. Voilà, donc voilà où on en est avec cette approche champ classique. Donc, maintenant, si je veux regarder la dynamique de mon système, donc il faut que je reprenne l'équation de Schrödinger de base, IH bar d de grand phi sur dt égale l'hamiltonien fois phi. Et donc ça, je peux le réécrire en termes de ce champ classique. Et si je l'écris, pour simplifier, en ne mettant pas de piégeage dans le plan xy, eh bien, mon équation de mouvement pour mon champ classique psi à deux dimensions psi de xy, eh bien, c'est quelque chose qui commence comme l'équation de Schrödinger, donc I des psi sur dt égale moins h bar sur 2m laplacien psi, plus le terme lié aux interactions, qui est donc un terme en h bar sur m, le même h bar sur m que celui-ci, g tilde mon nombre sans dimension, psi carré psi. Donc une équation très simple, mais une équation non linéaire quand même. Et toute la richesse du problème vient de cette non-linéarité. Alors cette équation, elle a des quantités conservées, elle en a deux essentiellement. La première, c'est le nombre de particules, l'intégrale de module de psi carré des deux R, vous pouvez le vérifier simplement. Et la deuxième quantité conservée, c'est l'énergie totale. Cette énergie totale étant, puisque je n'ai pas mis de piégeage dans le potentiel, dans le plan XY, eh bien cette énergie totale, c'est simplement la somme de l'énergie cinétique h bar 2 sur 2m gradient psi carré et l'énergie d'interaction h bar 2 sur 2m g tilde l'intégrale de psi 4. Voilà. Et donc c'est avec ça qu'on va être amené à travailler. L'état fondamental du système, l'état de plus basse énergie, eh bien, il est simple à trouver. L'état de plus basse énergie, comme ces deux termes-là sont tous les deux positifs, hein, l'état de plus basse énergie, il est obtenu en prenant cette chose-là égale à 0, donc en prenant gradient psi égale 0, donc un psi qui est uniforme dans la boîte. Je prends des conditions limites périodiques pour ne pas avoir de problème avec les bords. Donc c'est un psi qui est simplement racine de la densité ρ0. Cette densité ρ0, c'est le nombre de particules divisé par l'aire de la boîte, L carré. Donc l'énergie cinétique est nulle. Et puis l'énergie d'interaction, donc vous voyez, l'énergie d'interaction fait intervenir l'intégrale de psi 4, donc vous pouvez le réécrire comme psi carré, c'est la densité, vous pouvez écrire comme l'intégrale du carré de la densité. Et l'intégrale du carré de la densité, c'est assez facile de le montrer via une inégalité de type Cauchy-Schwarz. C'est toujours, la valeur minimale est obtenue quand la densité est uniforme. Toute fluctuation de densité superposée à une densité uniforme augmentera l'intégrale de ρ carré par rapport à ce que j'aurais si ma densité était plate. Encore une fois, c'est une simple inégalité de Cauchy-Schwarz qui est décrite dans les notes. Donc du coup, eh bien, quand je prends ma fonction psi uniforme, eh bien, je minimise également l'énergie d'interaction. Je minimise bien sûr l'énergie cinétique puisque je trouve 0, mais je minimise également l'énergie d'interaction qui vaut donc simplement h bar 2 sur 2m, g tilde qui est ici, et puis donc en prenant psi de r uniforme égale à racine de ρ0, je trouve ici ρ0 carré fois l'aire de ma boîte L carré. Voilà, donc ça c'est l'état de base, l'état complètement plat, et puis c'est autour de ça qu'on va étudier la dynamique pour prendre en compte des effets de température non nuls. Un point important qui est lié à cette approximation de champ classique, c'est, comme je l'ai dit, cette approximation de champ classique n'est valable que si je vais la limite à des modes ou des états qui sont fortement peuplés. C'est la limite fortement peuplée de la description de Bose-Einstein. Donc, pour que mes modes soient fortement peuplés, si je prends une limite de particules libres, il faut que je me limite à des impulsions P, telles que l'énergie cinétique P carré sur 2m doit être plus petit que kT, pour être sûr que j'ai beaucoup de particules dans le mode d'impulsion P. Alors, on peut réécrire cette même chose plutôt en termes de longueur. Alors, si vous prenez une impulsion P, vous avez une échelle de longueur qui est h bar sur P. Et puis ça doit être comparé à quelque chose qui va s'écrire sous la forme 1 sur mkbt. Et ça, c'est rien d'autre que la longueur de De Broglie, enfin la longueur thermique plutôt, longueur de De Broglie dans les liquides thermiques, qui est simplement 2pi, enfin son carré, c'est 2pi h bar 2 sur mkt, on l'a déjà rencontré dans le cours précédent. Donc, l'approche de champ classique n'est valable que si je vais regarder des impulsions suffisamment faibles, ou si vous voulez, n'est valable que si je vais regarder des échelles de longueur suffisamment grandes. Il ne faut pas que je cherche à aller regarder des échelles de longueur plus petites que la longueur d'onde de De Broglie, parce qu'à ce moment-là, je serai hors du domaine de validité de mon approximation. Il y a une deuxième échelle de longueur qui apparaît dans le problème quand on met les interactions, qui est ce qu'on appelle la longueur de cicatrisation, la healing length en anglais.
Cette longueur de cicatrisation, c'est quelque chose, donc, comme je dis, qui est associé aux interactions. Typiquement, c'est la longueur qu'il faut pour le système pour cicatriser si je lui mets un défaut quelque part. Donc si par exemple, je prends un point où j'impose à la densité de s'annuler, parce que j'ai mis une paroi quelque part, et je sais que loin de ce point, eh bien, je dois retrouver une densité uniforme, dans l'état, si je prends mon système dans l'état fondamental, et la longueur de cicatrisation, eh bien, c'est la distance xi qu'il faut typiquement pour que la densité passe de la valeur 0 que j'ai imposée ici à la valeur asymptotique ρ0. Alors comment est-ce qu'on la trouve? Alors, il y a des coefficients 2 qui traînent dans la littérature, mais bon, là j'ai mis la convention la plus généralement adoptée. Pour trouver cette longueur xi, longueur de cicatrisation associée aux interactions, le plus simple, c'est donc de dire que h bar 2 sur m xi 2, qui est une énergie, est égal à l'énergie d'interaction par particule. Donc il suffit de prendre l'énergie que j'ai écrite à la diapositive précédente divisée par le nombre de particules grand N. C'est donc h bar 2 sur g tilde m fois ρ. Et vous trouvez comme ça donc, que ce xi à deux dimensions, c'est 1 sur 2 fois g tilde, donc un nombre sans dimension, fois ρ, la densité surfacique, et 1 sur racine de densité surfacique, ça a bien la dimension d'une longueur. Alors, la longueur d'onde thermique, je vous ai dit, ça c'est la limite en dessous de laquelle je dois m'interdire d'aller regarder avec mon approximation de champ classique. Xi, elle, eh bien, selon la force des interactions, selon que les interactions sont plus grandes ou moins grandes que kT, eh bien, elle peut être accessible à la théorie de champ classique ou elle peut ne pas l'être. Je dirais qu'il n'y a pas de loi universelle là-dessus. Alors, avant de passer aux ondes de matière et donc à l'ordre, le quasi-ordre à longue portée dans les deux paragraphes qui vont suivre, je voudrais terminer ce paragraphe en discutant, revenant à l'optique. J'avais déjà décrit la semaine dernière une très jolie expérience faite à Bonn dans le groupe de Martin Weiss sur la condensation de Bose-Einstein de photons dans une cavité. Je voudrais ici donner un autre éclairage décrire d'autres types de manip qu'on peut faire avec des photons. Cette fois-ci, pas des photons dans les cavités, des photons qui se propagent, mais des photons qui se propagent dans un milieu non linéaire, justement pour simuler l'équation de Grosspitaevski. Alors, ce que je vais dire, c'est une réflexion qui a été amorcée dans les années 2005 par Yves Pommeau, Sergio Rica et tous leurs collaborateurs sur le plan théorique. Et il y a eu des expériences qui ont été menées à Princeton, dans le groupe de Jason Fleischer, entre 2007 et 2013 ou 2014, et très récemment par Robin Kaiser, qui m'a envoyé un de ses préprints. Bon, comme je ne l'ai pas trouvé sur l'archive, j'ai préféré pas le citer, je ne savais pas ce que Robin voulait que j'en dise, mais ces expériences qui sont encore en cours à Nice en ce moment. Le principe, donc, comme je viens de le dire, c'est de prendre un faisceau lumineux, on va se placer à l'approximation par axiale, la même approximation que celle que j'avais décrite la dernière fois pour les expériences de Bonn, mais on va se mettre dans un milieu optiquement non linéaire, donc avec un indice qui a une partie constante, n0, et puis une partie qui dépend de l'intensité de l'onde lumineuse, donc que je peux écrire sous la forme n2 fois i, où i est l'intensité de l'onde lumineuse, avec la bonne unité. Alors, pour comprendre en quoi cette chose-là est liée à l'équation de Grosspitaevski, eh bien, je vais faire un traitement qui va me conduire au même résultat que celui de la semaine dernière, mais un traitement qui va être ondulatoire. La semaine dernière, j'avais pris un traitement très corpusculaire. Comme j'avais dit, j'avais vraiment traité mes photons comme des particules avec une certaine vitesse, une certaine impulsion. Là, je vais prendre un traitement ondulatoire, comme ça vous aurez les deux facettes du raisonnement qui conduisent au même résultat et qui sont les deux faces d'une même pièce. Pour ça, puisqu'on décrit un faisceau lumineux, on part des équations de Maxwell. Donc vous savez tous que les équations d'onde de Maxwell peuvent s'écrire donc pour les trois composantes du champ électrique et les trois composantes du champ magnétique sous une forme qui est la suivante, dans un milieu donc, homogène d'indice n0. Pour l'instant, je néglige le terme non linéaire. C'est simplement laplacien d'une de ces composantes de E ou de B, laplacien U, moins n0 carré, donc la partie constante de l'indice sur c carré, t2u sur dt2 égale 0. Et quand on cherche des solutions de cette équation, eh bien, les premières solutions qu'on étudie dans les livres sont bien sûr les ondes planes, U de R et de T égale une amplitude U0 et puissance IKZ moins oméga T si je prends une onde qui se propage le long de l'axe Z. Et la relation de dispersion, simplement oméga égale CK sur N0. Alors, une classe de solution un petit peu plus générale que les ondes planes, ça consiste à se placer dans ce qu'on appelle l'approximation de l'enveloppe lentement variable, c'est-à-dire à enrichir l'onde plane en prenant non pas ici un U0 qui est constant, mais en mettant un U0 qui est en fait un psi de R. Je garde une onde monochromatique, c'est-à-dire je garde une seule fréquence temporelle, ou une seule pulsation oméga, mais ici, au lieu de prendre U0, je prends un psi de R.
Alors, du coup, ça redevient très général. Pour simplifier les calculs, pour faire ce qui revient à prendre l'approximation par axiale, on prend des fonctions ψ de r qui ne sont pas quelconques, on prend des fonctions qui varient lentement le long de l'axe z. Plus précisément, l'ingrédient dont on a besoin pour le calcul, c'est que la dérivée seconde est petite devant la dérivée première quand je prends les dérivées le long de l'axe z de ce champ psi, de cette amplitude que je vais mettre ici, psi. Alors, pour avoir quelque chose d'homogène, en fait, il faut comparer d2 psi sur dz2 à d psi sur dz fois k, k étant le vecteur d'onde que j'ai mis ici. Alors, quand on fait ça, quand on prend cette forme de U de R et de T avec cette inégalité et qu'on l'injecte là-dedans, eh bien, on arrive à une relation dans laquelle donc, je néglige les termes en d2 psi sur dz2, qui apparaîtraient quand je prends le Laplacien, pour ne garder que le terme en d psi sur dz. Et l'équation que j'obtiens pour le psi de R est très simple. La partie temporelle elle disparaît également, puisque j'ai dit que j'étais monochromatique, donc ça oscille comme puissance I oméga t, donc la partie temporelle ici ne figure pas. Donc tout ce qui va rester ici, c'est à partir de ce Laplacien U, c'est le Laplacien transverse, donc le Laplacien par rapport aux coordonnées x et y, et puis une dérivée première par rapport à z. Et donc cette équation, je peux la mettre sous la forme I fois d psi sur dz égale moins 1 sur 2k, k étant le vecteur d'onde, Laplacien transverse de psi. Alors ça a une structure qui est très voisine de l'équation de Schrödinger à deux dimensions. Simplement, au lieu d'avoir ici un d sur dt, j'ai un d sur dz. Mais si on veut, on peut se ramener vraiment à une dérivée par rapport au temps. Tout ce qu'il faut, c'est d'introduire ce qu'on va appeler le temps de propagation de l'onde dans le milieu, c'est-à-dire je prends z et je le divise par la vitesse de la lumière c, et je multiplie par n0 parce que mon onde se propage dans le milieu d'indice n0. Et donc si j'appelle tau ce temps ici, n0z sur c, eh bien, en multipliant simplement les deux membres de l'équation par n0 sur c, j'obtiens I fois d psi sur d tau égale toujours le Laplacien transverse fois un terme ici que je peux écrire sous la forme h bar sur 2 fois une quantité qui a la dimension d'une masse. Et cette masse, eh bien, ce n'est rien d'autre que la masse que j'avais attribuée à mes photons dans mon point de vue corpusculaire de la semaine dernière. C'est toujours ce n0 carré h bar oméga sur c2. Donc, encore une fois, ce que je vous ai fait là, c'est la même chose que ce que j'ai fait la semaine dernière. Simplement, la semaine dernière, j'avais pris ce point de vue corpusculaire. Là, j'ai pris un point de vue ondulatoire, mais les deux points de vue sont également légitimes pour arriver à cette équation. Donc, si on n'a pas de non-linéarité, on retrouve l'équation de la semaine dernière qui est là. Maintenant, introduisons la non-linéarité. Cette non-linéarité, eh bien, toujours pour travailler les nombres sans dimension, eh bien, comme mon psi est... Je prends l'intégrale de psi carré sur tout l'espace qui est égal à n, eh bien, psi donc, est à la dimension de l'inverse d'une longueur au carré. Donc, pour avoir un n2 sans dimension, je le mets sous cette forme-là, psi carré sur k2. Donc, n2, c'est le terme non linéaire qui me caractérise la propagation. Et on obtient donc une équation de propagation pour l'onde en présence du terme non linéaire, qui est toujours le i d sur dz égal au Laplacien transverse, à moins 1 sur 2k près, et puis le terme donc, qui va faire provenir de la non-linéarité, qui a exactement la même structure que dans l'équation de Gross-Pitalevsky, c'est-à-dire c'est un module de psi carré fois psi. Donc, en regardant la propagation d'une onde lumineuse dans un milieu non linéaire, eh bien, entre l'entrée et la sortie d'un cristal non linéaire, eh bien, je simule l'évolution d'un champ classique décrit par l'équation de Gross-Pitalevsky. Donc, c'est précisément ça qui a été fait dans l'expérience de Jason Fleischer à Princeton. On prend un cristal photoréfractif sur lequel on peut ou non mettre une non-linéarité N2 en appliquant une tension. On envoie un faisceau lumineux à l'entrée et on regarde ce qu'on obtient à la sortie. Alors, dans la manip de Fleischer, l'idée, c'est de voir s'il y a effectivement une thermalisation qui se produit au fur et à mesure où l'onde se propage. Donc, à l'entrée du cristal, on ne prend pas une onde plane, on prend une onde qui contient un certain désordre. Donc, on met sur le psi initial un certain désordre, à la fois en amplitude et en phase, qui simule une énergie non nulle, non minimale, pour l'équation de Gross-Pitalevsky. Si vous voulez, ce qu'on fait ici, c'est l'équivalent d'un point de vue microcanonique en physique statistique, c'est-à-dire qu'on prend un système, on ne le prépare pas dans cet état fondamental, mais on le prépare dans un de ses états excités avec une certaine énergie E, et on compte sur l'ergodicité du problème, l'ergodicité ici étant fournie par le terme cubique dans l'équation, pour que ce système explore l'espace des phases et fournisse donc, après un certain temps d'évolution, une représentation assez fidèle de l'état d'équilibre thermodynamique.
Donc voilà ce qui a été fait. On envoie donc ce champ avec du désordre, on regarde en sortie ce qu'on obtient, et on se pose la question, est-ce que la distribution qu'on obtient en sortie, qui est caractérisée donc par les vecteurs, sa distribution spatiale, ou ses vecteurs d'onde K perpendiculaires, est-ce qu'elle est thermalisée, c'est-à-dire est-ce que ça correspond à ce qu'on a vu ensemble pour le champ classique? Est-ce que c'est une loi en kT sur E, c'est-à-dire, puisque l'énergie E c'est K perpendiculaire carré sur 2m, est-ce que cette chose-là est en K perpendiculaire avec l'exposant -2? Donc voilà le résultat typique qui est dans l'article de Fleischer. Je donne les références. Il y a beaucoup de résultats dans l'article, mais je veux juste me concentrer sur celui-là pour ne pas y passer trop de temps. Voilà le résultat typique. Donc, ce que vous avez ici, c'est en fonction donc, de Kx, donc, qui est un des vecteurs d'onde perpendiculaires dans le plan XY, vous avez la quantité de lumière qui sort. Vous avez une courbe noire et une courbe rouge. La courbe noire, c'est obtenu pour 0 volt ici, c'est-à-dire que en fait, la non-linéarité est éteinte, vous n'avez pas mis de tension sur le cristal photoréfractif. Donc, vous avez la courbe noire, essentiellement, qui décroît assez vite, correspond à ce qu'on a mis en entrée, il n'y a pas de surprise. Et la courbe rouge, au contraire, correspond à ce qu'on peut appeler une thermalisation. Et cette courbe rouge, vous voyez, vous avez ici un zoom, est bien décrite par une pente, c'est en coordonnées logarithmiques, hein, donc log-log, donc c'est bien décrit par une pente -2, ce qui correspond bien à une loi algébrique n de K-perp proportionnelle à K puissance -2. Donc, dans ce système-là, eh bien, on a effectivement de la thermalisation, au moins en première approximation, puisqu'on récupère bien le spectre attendu. Alors, une des difficultés de ces expériences, aussi bien pour l'expérience de Fleischer que pour l'expérience que fait Robin Kayser à Nice, c'est qu'en fait, les temps d'évolution qu'on a là, c'est-à-dire le temps de propagation de la lumière dans le milieu non linéaire, ces temps sont limités. Et donc, c'est difficile de prétendre qu'effectivement, l'hypothèse ergodique est bonne et que le système a vraiment exploré tout l'espace des phases qui lui est accessible. Donc, dire qu'on a vraiment l'état d'équilibre est délicat. Et je pense que c'est encore un problème ouvert de savoir si, à partir de cette expérience-là, on peut aller sonder des subtilités délicates de ce qu'on va voir sur la transition BKT ensuite. Mais au moins au niveau de la thermalisation, eh bien, ça a l'air assez encourageant. Voilà. Donc ça termine ce que je voulais vous dire sur cette approche champ classique, sur la partie thermodynamique. Et maintenant, j'aimerais donc qu'on regarde vraiment ce qui se passe pour notre système onde de matière. Donc j'aimerais qu'on regarde ensemble, quand je décris la matière par ce champ classique, comment se comporte cette fonction de corrélation G1 en me plaçant pour aujourd'hui à basse température, et puis ça chauffera la semaine prochaine, on montera la température pour trouver la transition BKT. Alors, on a vu que l'état fondamental, c'était un état donc, qui était uniforme, pas de phase, enfin phase constante, et puis densité uniforme, au moins si je prends des conditions limites périodiques. Quand je vais passer à température non nulle, je vais avoir des fluctuations de phase et des fluctuations de densité. Le point que j'aimerais utiliser dans ce paragraphe-ci, et que je lèverai ensuite dans le dernier paragraphe du cours, c'est de dire que les fluctuations de densité sont très faibles, qu'elles sont presque, je peux les supposer supprimées en première approximation. Et ça, c'est valable si je prends un gaz fortement dégénéré, c'est-à-dire si je prends un gaz dont la densité dans l'espace des phases est grande devant 1. Cette densité dans l'espace des phases, je l'avais définie la semaine dernière, je vous rappelle ce que c'est le produit de la densité spatiale, n0, fois la longueur d'onde thermique lambda t au carré, donc la densité de l'espace des phases est un nombre sans dimension. En gros, ça me dit si les différents paquets d'ondes se recouvrent ou pas. Donc là, je prends une densité dans l'espace des phases grande, donc des paquets d'ondes qui se recouvrent beaucoup. Et à ce moment-là, eh bien, c'est assez simple de voir que les fluctuations de densité, si je veux une fluctuation de densité importante, eh bien, elle va avoir un coût prohibitif, elle va avoir une probabilité très faible de se produire. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça de manière heuristique? On le refera un peu plus proprement dans le paragraphe qui suivra, mais comment est-ce qu'on peut comprendre ça de manière heuristique? Eh bien, je vous ai donné tout à l'heure l'énergie d'interaction. Je vous ai dit, c'est h bar 2 sur 2m, g tilde fois quelque chose qui fait intervenir. Donc, tout à l'heure, j'avais écrit ρ0 carré fois l'air, mais ρ0 fois l'air, c'est le nombre de particules, donc je peux réécrire g tilde ρ0 fois n. Donc, l'énergie d'interaction par particule, c'est h bar 2 sur 2m, g tilde ρ0. Je divise cette quantité-là par n. Si je compare cette quantité-là à kT, eh bien, c'est un petit calcul simple. Ce que vous voyez tout de suite, c'est que le g tilde va se mettre en facteur, et puis je vais trouver, donc, quand je divise par kT, h bar 2 sur 2m kT qui me redonne la longueur d'onde de Broglie au carré, et puis ρ0, donc je vais retrouver ρ0 fois lambda t carré, donc la densité dans l'espace des phases.
si, pour un G-tilde donné, prenons typiquement G-tilde, je ne sais pas moi, égale 0,1, 0,2, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on fait dans les expériences quotidiennement. Et si je prends une grande densité d'espace des phases, 30, 50, eh bien cette chose-là sera très grande devant 1. Ça veut dire donc que l'énergie d'interaction par particule, au repos, sera grande devant kT. Et donc si je veux créer une forte fluctuation de densité, c'est-à-dire ici je vous ai représenté mon module de psi, si je veux créer un gros trou de densité, le prix que je vais devoir payer sera beaucoup de kT à la fois, et ça a très peu de chances de se produire. Les fluctuations qui se produisent dans le système sont toujours de l'ordre de kT ou de quelques kT. Donc, à basse température, on peut, dans un premier temps, encore une fois, je reviendrai là-dessus dans le dernier paragraphe, on peut se concentrer sur les fluctuations de phase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, ça veut dire que, essentiellement, je vais geler l'énergie d'interaction, puisque l'énergie d'interaction ne dépend pas de la phase, c'est simplement le carré de la densité. Donc, si je dis que je gèle les fluctuations de densité, eh bien ça veut dire simplement que je prends ρ uniforme, donc je ne prends pas en compte l'énergie d'interaction. L'énergie cinétique, elle s'écrit comme le gradient de psi au carré. Psi, a priori, c'est racine de la densité fois puissance θ, mais je vous dis que je néglige les fluctuations de densité, donc le racine de ρ de R, je remplace par racine de ρ uniforme, donc je le sors du gradient, et tout ce qui reste, c'est le gradient de puissance θ, donc I gradient θ fois puissance θ. Et donc quand j'injecte ce I gradient θ là-dedans, eh bien je trouve une énergie cinétique qui vaut h bar 2 sur 2m ρ, la densité de mon système, supposée donc uniforme puisque j'ai gelé les fluctuations de densité, fois gradient θ au carré des 2R. Donc j'obtiens comme fonctionnel d'énergie dans cette limite de gel de fluctuation de densité un résultat qui me dit l'énergie, c'est simplement proportionnel au gradient carré, l'intégrale du gradient carré des fluctuations de phase. Et ça, c'est une expression typique d'un superfluide. J'avais passé beaucoup de temps l'année dernière à décrire ça, donc je ne vais pas le redécrire en détail, mais ce type d'énergie consiste donc à mesurer l'énergie que je dois payer si je veux tordre la phase de mon système. C'est-à-dire si j'impose une phase à un endroit et si je veux tordre la phase à un autre endroit, eh bien, dire que j'ai une énergie à payer, c'est précisément dire que le système est superfluide. Et le coût en énergie que j'ai ici, eh bien, ça me donne directement la densité superfluide du système, c'est le ρ qui intervient ici. Alors, encore une fois, je l'ai fait en détail l'année dernière, donc je ne veux pas repasser beaucoup de temps à le faire, mais juste pour ceux qui n'étaient pas là, je voudrais le justifier sur un argument simple, qui est l'expérience du récipient tournant. Vous prenez un récipient cylindrique et vous mettez dedans un fluide qui, potentiellement, peut être superfluide. Bon, vous avez une certaine énergie. Maintenant, vous prenez ce récipient et vous le mettez en rotation très lente, arbitrairement lente, autour de son axe vertical. Et vous posez la question, est-ce que le fluide est entraîné par le mouvement des parois, qui sont a priori rugueuses, ou est-ce qu'il reste au repos dans le référentiel du laboratoire? Alors, si vous prenez un fluide normal, de l'eau, une tasse de thé ou de café, eh bien, après un certain temps, votre fluide tournera à la vitesse du récipient. Les rugosités des parois en mouvement entraîneront le fluide et le mettront en mouvement. En revanche, si vous prenez un superfluide qui a une certaine rigidité de phase, c'est-à-dire s'il y a une certaine énergie à payer quand vous devez tordre la phase, eh bien le superfluide restera au repos, au moins si la vitesse de rotation du baquet tournant est suffisamment basse. Et je l'ai supposée infiniment petite, donc elle est par définition suffisamment basse. Et la manière de comprendre ça, c'est la suivante. C'est dire, si je veux que le fluide tourne, c'est-à-dire s'il tourne dans le référentiel du laboratoire, qui est un référentiel galiléen, ça veut dire que si je vais dans le référentiel du baquet tournant, à ce moment-là, dans ce référentiel-là, mon fluide est au repos. Mais si vous voulez faire de la physique quantique dans un référentiel tournant, vous devez prendre en compte le fait que le référentiel tournant n'est pas galiléen. Comment est-ce qu'on prend en compte le fait qu'un référentiel est tournant, et donc non galiléen? Eh bien, précisément en tordant la phase. Une manière simple de prendre en compte le fait que le référentiel est non galiléen, c'est de remplacer les conditions limites périodiques que j'ai utilisées depuis le début de ce cours par des conditions limites où vous tordez la phase. Ça, c'est une transformation unitaire assez simple sur l'hamiltonien qui vous convaincra de ça. Donc, si j'ai une énergie à payer pour tordre la phase, eh bien mon superfluide ne va pas du tout envie d'avoir ça. Mon superfluide ne va pas du tout envie d'être au repos dans le référentiel tournant, parce que ça lui coûtera de l'énergie à cause de cette torsion de phase que j'obtiens en passant dans un référentiel non galiléen. Donc le superfluide ne voudra pas être au repos dans le référentiel tournant, ce qui veut dire qu'il voudra être au repos dans le référentiel du laboratoire.
Donc le superfluide se moquera complètement des parois en mouvement et il restera immobile dans mon référentiel du labo. Alors que si je n'ai pas de prix à payer pour tordre la phase, à ce moment-là, il n'y a pas de raison. Mon fluide voit des parois rugueuses qui bougent, donc il va bouger avec les parois rugueuses. Point final, c'est ce qui arrive à votre tasse de café. Donc, j'insiste sur le fait que simplement écrire une énergie sous cette forme-là, c'est implicitement dire j'ai affaire à un superfluide. Et en plus, c'est dire j'ai affaire à un superfluide de densité superfluide ρ. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel qui apparaît dès qu'on fait cette approximation de champ classique et cette approximation qu'on a vue là. Alors, je voudrais dire encore un point à ce propos avant de commencer vraiment les calculs et de remonter nos manches. Vous allez voir, les calculs sont très simples, mais je crois que c'est important de bien voir toutes les hypothèses qu'on fait quand on part de ces fonctionnels d'énergie. Quand j'écris ça, je vous ai dit, ça signifie que j'ai de la superfluidité. Mais j'ai aussi dit, ça signifie que ρ est la densité superfluide. Alors ça, c'est un peu fort. Ça, c'est un peu trop fort. L'approximation de champ classique ne peut pas prétendre décrire l'ensemble du fluide. Pour la bonne raison que je vous ai dit, elle ne décrit bien que les modes qui sont fortement peuplés, et pour ça, ça veut dire qu'elle ne décrit bien que des modes de suffisamment de bas vecteurs d'onde, ou si vous préférez, cette approximation de champ classique, elle est limitée à des échelles de longueur assez grandes. Je vous ai dit, par exemple, que l'approximation de champ classique ne peut pas me décrire ce qui se passe à une échelle de longueur inférieure à la longueur d'onde thermique. Elle n'est pas adaptée à ça. Le simple fait de geler les fluctuations, on va voir que c'est valable pour on verra dans le paragraphe 4, que c'est valable pour les modes de basse énergie, mais ce n'est pas valable pour les modes de haute énergie. Donc là aussi, il y a une approximation où je me limite, en gelant les fluctuations de densité, je me limite à des échelles de longueur assez grandes. Donc, je ne peux pas prétendre que mon approximation de champ classique décrit tout le fluide, donc je ne peux pas décrire que le ρ que je dois mettre ici, c'est vraiment toute la densité du fluide. Alors, un moyen simple de s'asseoir sur cette limitation, c'est de dire, bon, très bien, on garde cette expression-là, mais simplement, on fait une concession, on remplace ρ, qui est ici, qui est la densité totale du fluide, par un ρs qu'on ne connaît pas à ce stade, ça va être une densité superfluide. Cette densité superfluide, il faudra qu'elle nous soit donnée par autre chose. Cette autre chose, ça peut être une expérience, ou ça peut être une théorie microscopique qui décrira mieux les courtes échelles de longueur. Mais à ce stade, ce qu'on fait, c'est qu'on admet qu'il y a des aspects non essentiels de cette physique à courte distance qu'on renormalise, entre guillemets, avec les mains en remplaçant le ρ par ρs. Et puis plus tard, on cherchera à dire des choses intelligentes sur cette valeur de ρs. Mais pour l'instant, on se contente de remplacer ρ par ρs, on oublie la physique à courte distance par cette substitution. Et donc, on va travailler maintenant avec cet Hamiltonien-là, proportionnel donc à l'intégrale des gradients de phase au carré, avec un coefficient ρs qui est un coefficient heuristique que je mets à la main, qui décrit cette absence de physique à courte distance, cette absence de visibilité sur la physique à courte distance que j'ai dans mon approximation de champ classique. Alors maintenant, comme j'ai dit, on peut relever nos manches et faire les calculs, et vous allez voir, les calculs sont très simples. Une fois qu'on a ça, on va savoir calculer les quantités qui nous intéressent, en l'occurrence la fonction de corrélation G1, cette valeur moyenne de psi croix de R, psi de 0, que j'avais écrite tout à l'heure. Alors, en termes de champ classique, cette fonction, tout à l'heure, c'était des opérateurs que je mettais, ces opérateurs création d'une particule en R, destruction en 0. Maintenant, ça devient un champ classique, donc simplement psi de R, psi étoile de 0. Et comme psi, c'est ρ et puissance θ, et que ρ est uniforme dans mon hypothèse de fluctuation de densité gelée, simplement ρ est exponentielle valeur moyenne de l'exponentielle de Iθ de R moins θ de 0. Et voilà, c'est ça qu'il faut que je calcule. Alors, pour ça, je vais faire un développement de la phase en série de Fourier. C'est tout comme je l'ai fait tout à l'heure pour mon champ, pour vous expliquer, vous rappeler les problèmes de divergence du corps noir. Je développe ma phase en série de Fourier, θ de R. Et là encore, avant de commencer les calculs, je voudrais remettre un autre bémol. Il y a beaucoup de bémols, mais il faut toujours bien de les mettre avant plutôt que de les sortir après. Avec ce bémol, c'est que quand vous prenez une phase et que vous la développez en série de Fourier, d'emblée, vous renoncez là aussi à certains aspects. Et les aspects auxquels je renonce ici, c'est les vortex. Un vortex, j'en avais parlé dans le premier cours, c'est donc un point autour duquel la phase tourne de 2π, quel que soit le contour que je prends autour de ce point. Ce contour peut être arbitrairement près du point où est le vortex, la phase tournera de 2π autour du vortex. Il est clair que quelque chose comme ça, qui est une singularité de phase, ne peut pas se décrire par une série de Fourier. Donc, dire que je développe ma phase en série de Fourier, vous allez voir, ça donne des résultats intéressants,
mais il ne faudra pas espérer avec ça décrire la physique des vortex. Donc, pour la transition BKT proprement dite, qu'on étudiera dans le cours prochain, il faudra revenir sur cette hypothèse de décomposition en série de Fourier. Mais pour l'instant, on le fait. Donc, je décompose la phase en série de Fourier. À ce moment-là, je dirais, ça devient tout très simple. Je prends ce développement-là, je l'injecte dans l'intégrale de h bar sur 2 ρ s, la densité superfluide heuristique, gradient θ carré, et j'obtiens, puisque toutes les coefficients, quand je prends l'intégrale sur tout l'espace, je me récupère simplement avec les produits CQ, CQ, enfin CQ, CQ étoile, donc h bar de Q2 sur 2m, module de CQ au carré. Donc une configuration donnée de mon système est caractérisée par les CQ, et l'énergie associée, c'est une somme des Q carrés fois module de CQ au carré. Question, quel est l'équilibre, quelles sont les valeurs des CQ carrés à l'équilibre thermodynamique? Je vais simplement utiliser l'équipartition de l'énergie, utiliser le facteur de Boltzmann exponentielle moins E cinétique sur KT, et puis réinjecter ça ensuite dans mon expression que je cherche à calculer. Donc, on a trouvé que l'énergie cinétique pouvait s'écrire comme somme des epsilon Q CQ carré. Il faut faire un petit peu attention parce que les CQ sont des coefficients complexes, donc CQ et CQ étoile CQ et CQ étoile, oui, sont des variables qui ne sont pas indépendantes, donc, parce que je suis parti d'une phase qui était réelle. Donc il faut faire attention dans les sommes, il y a des facteurs 2 qui traînent. J'espère ne pas avoir fait de faute dans les notes. C'est toujours un petit peu compliqué les oscillateurs complexes avec les facteurs 2, mais enfin bon, j'attire votre attention, si vous voulez faire les calculs, bien prendre en compte une seule fois chaque mode. Toujours est-il que quand on le fait, on trouve donc la même chose que ce que j'avais donné tout à l'heure, des modules de CQ au carré à l'équilibre thermodynamique qui seront, vous avez l'habitude maintenant, proportionnels à KBT et en 1 sur epsilon Q, puisque le epsilon Q, c'est le préfacteur qui intervient dans la somme d'énergie ici. Et ce epsilon Q est en 1 sur Q2. Maintenant, calculons la phase. Donc, je m'intéresse à la différence de phase entre deux points, un point R et un point 0. Donc, c'est la somme de CQ et puissance IQ scalaire R, ça c'est la phase en θ de R, moins somme de CQ, simplement, c'est la phase en 0. Je prends la valeur moyenne à l'équilibre thermique. Donc, la valeur moyenne d'un CQ est nulle. Il n'y a pas de raison que la phase soit plutôt plus grande ou plus petite au point R ou au point 0. Donc, c'est logique que la valeur moyenne soit nulle. En revanche, la variance n'est pas nulle, bien sûr. Et quand vous prenez la variance, eh bien, vous trouvez donc, quand vous prenez cette quantité-là, vous l'élevez au carré et vous prenez la moyenne thermique en vous souvenant de ce résultat-là. Enfin, pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est lui que je vais injecter. Vous trouvez donc quelque chose qui est la somme sur tous les Q des modules de CQ au carré. Et puis, j'avais ce E puissance IQ scalaire R-1 dont j'ai pris le module carré. Et ça, la trigonométrie élémentaire vous dit que c'est 4 fois sinus carré Q scalaire R sur 2. Et l'expression à laquelle on arrive, là, quand vous injectez le CQ carré que vous avez ici, qui est donc KT sur epsilon Q, qui est lui-même en Q2, eh bien, c'est exactement la même expression, formellement, que ce qu'on a étudié ensemble au premier cours, quand on s'est posé le problème de Peierls à 2 dimensions, comme ici, de savoir comment sont corrélés le déplacement d'un atome dans un cristal potentiel, l'atome qui est situé en 0 et l'atome qui est situé en R. On avait abouti exactement à la même somme, qui était une somme qui faisait intervenir sinus carré Q scalaire R sur 2, divisé par quelque chose, enfin, le dénominateur de CQ, qui est le Q carré qui est là. Donc, ce n'est pas la peine que je refasse le calcul, c'est exactement les mêmes mathématiques. On avait remplacé la somme discrète par une intégrale, et on avait ensuite coupé l'intégrale en 2 morceaux, une partie de basse longueur d'onde, de bas vecteur d'onde, et une partie de haut vecteur d'onde, de grand vecteur d'onde. Et ensemble, eh bien, on avait trouvé que cette quantité-là variait logarithmiquement avec la distance R entre les 2 points que je considérais, le θ de R moins θ de 0. Donc là, on retrouve finalement l'universalité de ce qui se cache dans le théorème de Mermin-Wagner-Weinberg, c'est que les systèmes bidimensionnels, pourvu qu'ils aient les mêmes lois à courte distance, eh bien, vous conduisent qu'ils aient tous les deux des interactions à courte distance, vous conduisent au même type de fonction de corrélation. Donc, encore une fois qu'on a fait les calculs sur un cas, on a le résultat sur tous les autres cas. Donc là, quand vous mettez tous les préfacteurs correctement, eh bien, ce que vous trouvez, c'est donc un log de R, qui est celui qu'on avait trouvé ensemble au premier cours. Pour avoir un argument sans dimension dans le log, ce qu'il faut mettre au dénominateur, c'est essentiellement un longueur d'onde thermique. Et puis le préfacteur. Alors le préfacteur, eh bien, ce qui sort, c'est ce qui provient du KT qui est ici au numérateur, qui va me donner un 1 sur la longueur d'onde thermique au carré, qui, je vous rappelle, est en 1 sur KT. Et puis vous sortez ici la densité superfluide ρS, qui figurait également au numérateur ici de epsilon Q,
donc comme epsilon q vient au dénominateur là, eh bien le ρs est le dénominateur. Quant au facteur numérique 2, ça, il faut faire le calcul pour s'en convaincre. Donc vous avez cette fonction de corrélation de la phase, plus précisément cette variance, qui croît linéairement avec R, et qui vous dit donc qu'il n'y a pas d'ordre à longue portée en phase, c'est-à-dire que même si vous connaissez bien la phase au point 0, eh bien la phase au point R, pourvu que R soit choisi suffisamment loin de 0, eh bien vous ne la connaissez pas à 2π près. Puisque cette chose-là diverge, eh bien, vous pouvez prendre un R assez loin pour que cette chose-là soit plus grande que 2π, ou 2π au carré, puisque ici j'ai pris la variance. Et à ce moment-là, bien, même si vous connaissez bien votre phase en un point, vous n'aurez aucune information de phase, c'est-à-dire à 2π près, vous ne connaîtrez pas la phase en un point R lointain. Donc, absence de véritable ordre à longue portée dans ce système. Mais néanmoins, ce que vous avez ici, c'est un log. Et un log, ça croît, certes, ça diverge à l'infini, mais ça diverge très lentement. Et cette divergence très lente, quand je reviens au champ psi de R lui-même, eh bien, vous allez voir que ça peut donner naissance à cette notion de quasi-ordre à longue portée. Alors, comment est-ce qu'on revient au champ psi lui-même une fois qu'on connaît θ? Là, c'est très simple. Là encore, les calculs sont vraiment sans une simplicité biblique, si je puis dire. Je veux calculer valeur moyenne de psi de R, psi étoile de 0, donc c'est ce que j'ai déjà écrit tout à l'heure, valeur moyenne, ρ fois valeur moyenne de puissance i θ de R moins θ de 0. Ce θ de R moins θ de 0, je l'écris comme une somme de variables qui étaient mes sécu, les coefficients de Fourier, qui sont, je vous l'ai dit, des variables gaussiennes. Et pour une variable gaussienne, il y a une relation très simple, qui est la valeur moyenne de puissance IU, c'est simplement l'exponentielle de e puissance moins U2, la variance, divisée par 2. Donc, cette chose-là, quand je l'applique à mon cas particulier, je vais trouver puissance I fois la variance de θ de R moins θ de 0, donc on a vu que c'était le log, un log de puissance R sur lambda t, avec un préfacteur qui était en 1 sur OS lambda t carré. Donc je me retrouve avec l'exponentielle d'un log. L'exponentielle d'un log, c'est évidemment la variable elle-même, donc lambda t sur R, avec un certain exposant alpha. Et cet exposant alpha, dont je vous avais dit qu'on allait le calculer, eh bien le voilà, c'est ce qu'on a trouvé ensemble, c'est le 1 sur OS fois lambda t carré. Donc finalement, j'obtiens que G1 de R, dans cette limite des fluctuations de densité gelée, où je ne prends en compte que les fluctuations de phase, ce G1 de R décroît algébriquement avec un exposant alpha qui est simplement 1 sur la densité dans l'espace des phases, la densité dans l'espace superfluide. Donc si je vais chercher des densités dans l'espace des phases qui sont grandes devant 1, donc le dénominateur ici sera grand devant 1, le coefficient alpha sera petit devant 1, et cette chose-là sera une décroissance très très molle à longue distance. Voilà, donc c'est une décroissance qui en particulier est beaucoup plus lente que pour le gaz parfait. Le gaz parfait, je vous rappelle qu'on a trouvé que c'est une décroissance exponentielle. Là, on a une décroissance qui est algébrique. Alors pour peut-être fixer les idées, je voudrais prendre un exemple concret. Donc, prenons un gaz de Bose et supposons que là j'identifie ρ et ρs pour ne pas m'embêter. Prenons une densité d'espace des phases qui vaut 10. Ça, c'est vraiment typique de ce que les gens savent faire dans les laboratoires. On peut monter jusqu'à une centaine, voire plusieurs centaines, donc 10, c'est très facile à faire. Le gaz parfait, on a vu donc la dernière fois que c'était une décroissance exponentielle, e puissance moins R sur L, et plus précisément, on avait donné la valeur de L qui faisait intervenir la longueur d'onde thermique, lambda t, et puis l'exponentielle de la densité dans l'espace des phases. Donc quand vous prenez une densité dans l'espace des phases de 10, vous trouvez que L vaut à peu près 40 fois la longueur d'onde thermique. Si vous prenez le gaz en interaction, donc vous avez la décroissance algébrique, vous avez ce 1 sur R puissance alpha avec alpha égale 1 sur D, donc égale 1 dixième. Et bien voilà ce que ça donne. Ça. Si vous prenez un échantillon de taille raisonnable, une centaine ou quelques centaines, disons, de longueur d'onde thermique, eh bien le gaz parfait ne présente pas à l'échelle de l'échantillon d'ordre, parce qu'il décroît, donc, comme j'ai dit, avec 40 lambda t, donc après une quarantaine de lambda t, G1 a déjà été divisé par 2 ou 3, et puis si je vais mettre loin, je n'ai plus rien. Donc le gaz parfait ne présentera pas d'ordre. En revanche, dès que vous mettez des interactions, à ce moment-là, vous remplacez cette loi exponentielle par cette loi algébrique avec un petit exposant, 1 dixième, et votre gaz en interaction, eh bien, à l'échelle de 300 lambda t, là, eh bien, il présente encore un ordre, il présente une sorte d'ordre tout à fait respectable, puisque G1 est passé de 1 à l'origine à quelque chose qui vaut 0,6. Donc j'aurai l'impression, quand je regarderai cet échantillon, qu'il y a une cohérence de phase sur toute l'étendue de l'échantillon. Et ça amène à un point qui est un point essentiel de cette physique BKT, c'est que les effets de taille finie jouent un rôle essentiel. Si vous voulez prendre un gaz en interaction comme ça et vous dire je veux un échantillon qui soit assez grand pour montrer que le théorème de Merwin-Wagner est correct, c'est-à-dire qu'effectivement, à très très longue portée,
je n'ai pas de cohérence de phase entre mes points. Donc il faut se donner un critère, il faut se dire, bah, tiens, je veux que G1 soit devenue vraiment très petite entre ces deux points. Donc très petite, c'est quoi? Disons 1%. Si je veux aller chercher un point R tel que G1 de R égale 0,01. Donc vous voyez, ici, je n'y suis pas du tout. Ici, j'ai dit je suis à 0,6. Donc il faut que je continue cette loi algébrique jusqu'à ce que je trouve 1/100. Une application numérique très simple, à partir de ce que j'ai écrit ici, me dit qu'il faut que j'aille chercher un point R qui vaudra lambda t fois 0,01, la valeur que j'impose à la puissance 1 sur alpha, mais j'ai pris alpha égale donc 1/10, donc ici ça fait 0,01 à la puissance 10, et ça vous trouvez qu'il faut aller chercher des lambda t, enfin des distances R qui valent 10 puissance 20 fois lambda t. Et ça, c'est un argument qui est imparable, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échantillons de taille raisonnable qui me donneront ça. Cet argument-là, il a été mis en avant pour la première fois, je crois, par Bramwell et Holdsworth dans un papier célèbre dans lequel il disait qu'il faudrait des échantillons de la taille du Texas pour précisément réaliser une limite thermodynamique à 2 dimensions. C'est un problème de magnétisation qu'ils étudiaient à l'époque. Là, en fait, c'est bien plus grand que la taille du Texas. 10 puissance 20 lambda t, c'est des échelles cosmologiques. Mais dans les deux cas, taille du Texas ou taille cosmologique, dans les deux cas, ça veut dire que les effets de taille finie à 2 dimensions, quand vous avez affaire à des systèmes en interaction, eh bien, ces effets jouent un rôle essentiel. Donc les interactions arrivent avec ce quasi-ordre à longue portée. Bien, on approche de la fin. Je voudrais consacrer les quelques minutes qui restent à une approche qui va au-delà de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est ce gel des fluctuations de densité, et qui est l'approche de Bogoliubov. L'approche de Bogoliubov, je ne vais pas en dire beaucoup parce qu'on l'a vu dans le cours de l'an dernier, c'est quelque chose qui est traité dans beaucoup de livres. Simplement, je voudrais dire que l'approche à 2 dimensions n'est pas aussi simple qu'à 3D, parce qu'à 3D, d'habitude, ce qu'on fait d'habitude, consiste à dire qu'on a un condensat de Bose-Einstein, donc une certaine fonction de psi0, et faire un développement limité de la fonctionnelle d'énergie de Gross-Pitaevsky autour de ce psi0. C'est-à-dire on écrit psi égale psi0 plus delta psi, et on fait un développement perturbatif en puissance de delta psi. Là, on n'a pas de psi0 stricto sensu autour duquel on peut développer à 2 dimensions, puisqu'on n'a pas de condensat de Bose-Einstein, donc il faut adapter le traitement. Alors c'est possible de le faire, c'est ce qu'on va voir ici, on va le faire pour le traitement de champ classique, ça ne pose aucune difficulté. Si on veut le faire dans une version quantique, ça c'est nettement plus difficile, et il y a un article qui le fait très très bien, c'est un article de Christophe Morat et d'Yvan Castin, dans lequel Bogoliubov est fait au niveau quantique. Moi je vais le faire au niveau classique, donc là ce n'est pas compliqué. Ce qu'il faut, ce n'est pas développer autour d'un champ psi0 donné, mais il faut développer autour d'une certaine densité et d'une certaine phase, plutôt. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre formulation en termes de racine de densité fois puissance θ. La densité ρ, donc je vais supposer que je l'écris ρ0 plus delta ρ, où delta ρ est petit devant ρ0. Donc, plus précisément, je vais écrire ρ sous la forme ρ0, 1 plus 2 fois eta, où eta sera petit devant 1. Eta est sans dimension et petit devant 1. Et ce eta, je vais le développer en série de Fourier, comme dq et puissance IQR. Θ, je continue à le développer en série de Fourier, donc je continue à ignorer les vortex qui viendront la semaine prochaine. Et une fois qu'on a fait ça, c'est assez simple. Ce qu'il faut simplement, c'est injecter cet ansatz-là dans l'équation de Gross-Pitaevsky, et on obtient des équations couplées entre les coefficients CQ qui me caractérisent les fluctuations de phase, ici, et le coefficient DQ qui caractérise les fluctuations de densité. Et la structure de ces deux équations couplées est très simple. Vous voyez que c'est dérivée première de CQ proportionnelle à DQ, dérivée première de DQ proportionnelle à CQ. Donc quand vous avez ça, vous pouvez éliminer une variable au profit de l'autre. Vous prenez par exemple la dérivée par rapport au temps de cette chose-là. Donc vous allez avoir la dérivée seconde de CQ qui sera proportionnelle à la dérivée première de DQ, que je peux elle-même remplacer par CQ. Donc j'obtiens quelque chose qui a l'allure dérivée seconde de CQ plus CQ lui-même égale 0. Et si je fais l'inverse, si j'élimine CQ au profit de DQ, j'obtiens dérivée seconde de DQ plus DQ égale 0. Ce qui apparaît en face du DQ, c'est quelque chose qui a la dimension d'une pulsation, une pulsation au carré, oméga Q au carré. Et cette pulsation au carré, c'est donc la relation de dispersion de mes excitations dans mon gaz. C'est la relation bien connue de Bogoliubov, qui est la même structure à 2 dimensions qu'à 3 dimensions. C'est un préfacteur, oméga Q égale un préfacteur fois la racine carrée d'une quantité qui s'écrit Q2 fois Q2 plus une constante. D'accord ? Donc quelque chose que vous pouvez écrire, si vous préférez, Q4 plus Q2, racine carrée de ça.
Voilà, alors cette relation de Bogoliubov, on l'avait beaucoup décrite l'an dernier, donc là encore, je ne veux pas y passer beaucoup de temps, mais je vous rappelle quand même à quoi elle ressemble, donc je l'ai réécrite ici, donc Q2 fois Q2 plus ma constante. Cette constante, c'est quoi? Eh bien, c'est G tilde, toujours, mon paramètre qui me décrit la force de mes interactions, paramètre sans dimension, qui est d'ordre 1, qui peut être un peu plus petit que 1, un peu plus grand que 1. Rho0, la densité surfacique, donc cette chose-là, c'est l'inverse d'une longueur au carré, tout comme Q carré, puisque Q, c'est un vecteur d'onde. La relation de dispersion de Bogoliubov, elle est tracée ici en bleu. Donc j'ai tracé oméga Q en fonction de Q en unité réduite. Et on identifie traditionnellement deux régimes dans cette relation de Bogoliubov. Un régime qui est le régime des petits vecteurs d'onde, Q petit devant 1, dans lequel Q carré, plus précisément Q carré est petit devant le terme constant qui apparaît là. À ce moment-là, je récupère donc à l'intérieur de la racine carrée Q2 fois une constante. Donc quand je prends la racine carrée, je sors un oméga Q qui est linéaire en Q, avec un coefficient de proportionnalité qui a donc la dimension d'une vitesse, puisque je relie une pulsation et un vecteur d'onde. C0 a la dimension d'une vitesse, et cette vitesse, c'est simplement la vitesse du son, la vitesse des phonons qui se propagent dans mon gaz à deux dimensions en présence d'interaction. Cette vitesse du son fait intervenir h bar sur m toujours, et puis la racine de ce terme constant ici, G tilde fois ρ0. Donc ça, c'est la partie pointillée rouge ici, c'est la partie onde sonore. Et puis, ah oui, pardon, avant de passer à l'autre branche, oui, un point important quand même, c'est le fait que cette relation de dispersion linéaire existe, c'est une preuve supplémentaire de superfluidité, si je puis dire. On avait déjà la fonctionnelle d'énergie qui me disait que mon système devait être superfluide puisqu'il avait une rigidité de phase. Le fait que j'ai une relation de dispersion linéaire ici, selon le critère de Landau, ça me garantit la superfluidité puisque si je prends une impureté qui bouge à une vitesse v plus petite que C0, eh bien on peut se convaincre qu'avec cette relation de dispersion-là, je ne peux pas freiner l'impureté, c'est-à-dire que je ne peux pas, avec cette impureté qui bouge à basse vitesse, déposer de l'énergie dans le système. C'est-à-dire que je ne peux pas créer une excitation qui conserverait à la fois l'énergie et l'impulsion dans le système. Donc c'est une deuxième preuve de superfluidité du système. La partie de grand vecteur d'onde, donc à ce moment-là, c'est les Q2 ici qui sont grands devant le terme constant. À ce moment-là, je dois prendre la racine carrée de Q4. Donc à ce moment-là, j'ai Q2. J'ai donc une relation de dispersion qui est en h bar 2 Q2 sur 2m à une constante additive près. Et là, je retrouve le régime de particules libres, qui est celui de particules où les interactions jouent un rôle négligeable. Alors, juste une petite illustration, je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais juste une petite illustration de cette chose-là, qui est une expérience qu'on est en train de faire à Paris, dans les laboratoires du Collège de France, où on a vu les ondes sonores, justement ces ondes sonores à deux dimensions. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore publié, mais que je voulais partager avec vous, puisqu'on est tout content d'avoir ce résultat. Donc on part d'un gaz à deux dimensions. Donc pour ça, ce qu'on prend, c'est des atomes de rubidium qu'on piège au nœud d'une onde stationnaire verticale. Donc les atomes sont très fortement confinés, ça c'est ce qui réalise le confinement dont je vous parlais tout à l'heure. On est vraiment deux dimensions dans la mesure où la température KBT, l'énergie associée à la température KBT est 20 fois plus petite que le quantum d'oscillation selon Z. Donc on a vraiment gelé complètement la direction on a gelé le mouvement selon la direction Z, et on n'a plus que le mouvement dans le plan XY. Et ce mouvement dans le plan XY, eh bien, on le délimite dans un rectangle, qui est le rectangle que vous avez ici, qui fait 30 microns de large et 60 microns de long. Les atomes bougent librement à l'intérieur de ce rectangle, et quand ils cherchent à s'échapper, eh bien, ce qu'ils rencontrent ici, sur le bord, ce sont des murs lumineux. On met un faisceau laser qui repousse les atomes, et donc on met des barrières lumineuses qui empêchent aux atomes de s'échapper vers la droite, vers la gauche, ou par là, ou par là. Donc nos atomes bougent librement dans un rectangle. Et comment est-ce qu'on regarde la vitesse du son dans ce système ? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le principe d'une piscine à vagues que vous avez dans tous les parcs aquatiques. C'est-à-dire que vous avez votre piscine qui est pleine d'eau, et puis vous bougez un des bords, et quand vous bougez un des bords, soit vous bougez le fond, soit vous bougez une paroi, ça génère des vagues dans le bassin. Et bien là, c'est ça qu'on fait. Donc on prend le bord de notre piscine ici, et puis on l'agite un petit peu pendant une durée de l'ordre de 20 millisecondes. On espère comme ça générer un train d'onde, et puis voir comment ce train d'onde se propage, éventuellement rebondit sur le bord du bar, revient, etc. Alors voilà ce qu'on obtient après avoir excité pendant une vingtaine de millisecondes. Alors ce que vous voyez ici, c'est quelque chose que je vais expliquer, c'est vous prenez la densité d'atomes, vous l'intégrez de la ligne gauche ici jusqu'à la ligne droite ici, et vous prenez la différence avec la densité uniforme. Donc vous avez ici une zone qui est bleue, plutôt bleue, ici vous avez une zone qui est plutôt jaune. La zone plutôt bleue correspond à un déficit de densité, c'est-à-dire que vous avez créé un trou de densité ici,
et ici, vous avez créé une bosse de densité. Donc, c'est la modulation de densité juste après l'excitation. Alors, on va refaire cette même mesure, là, mais à différents temps, pour faire un film de ce qui se passe, pour voir comment est-ce que l'excitation créée se propage. En fait, le film de densité, voilà ce que vous trouvez. Donc, vous trouvez, j'espère que vous le voyez, le trou de densité qui initialement était en haut, c'est cette figure-là, se propage, rebondit, revient, etc. Alors, si vous le voyez mal, voilà, je vous aide avec ce trait-là. Vous voyez l'onde sonore bouger donc, dans le milieu. Et on voit comme ça qu'effectivement, il y a bien des ondes sonores dans ces gaz à 2 dimensions. Ces ondes sont très peu amorties, elles se propagent très bien, et elles ont une vitesse qui est en bon accord avec ce qu'on attend théoriquement, qui était de 2 mm par seconde. Voilà, donc ça, c'est une expérience qui a été faite dans les laboratoires ici par Jean Louville et Raphaël Saint-Jean, dont c'est la thèse, Monica Edelsberger, qui était postdoc, et les permanents sur l'expérience sont Sylvain Nassimben et Jérôme Beugnon. Voilà. Je termine par une dernière diapositive avant de conclure, qui est retrouver ce qu'on avait bien raison de négliger les fluctuations de densité par rapport aux fluctuations de phase dans ce qu'on a fait tout au début. L'approche de Bogoliubov permet de vérifier qu'on avait effectivement raison, puisque je connais maintenant les fluctuations de densité caractérisées par ce paramètre état que j'ai introduit, donc par les coefficients dq. Je connais les fluctuations de phase, θ, qui sont caractérisées par les coefficients de Fourier CQ. Donc je peux prendre le rapport entre les deux et vérifier que dans un certain régime, au moins, les fluctuations de densité caractérisées par dq sont bien petites par rapport aux fluctuations de phase caractérisées par CQ. Eh bien, si vous reprenez les équations du mouvement que j'ai écrites tout à l'heure pour les CQ et les DQ, les équations couplées, vous pouvez trouver très simplement, c'est une ligne de calcul, que le rapport des deux s'écrit Q sur racine de Q2 plus 4 G tilde rho 0, qui est toujours le même paramètre constant, celui qui intervenait dans ma relation de Bogoliubov. Et donc, si je prends une limite aux vecteurs d'onde qui sont petits, c'est-à-dire les vecteurs d'onde tels que Q2 est petit devant 4 G tilde rho 0, eh bien, le terme dominant au dénominateur, c'est celui-ci, et ce terme-là sera grand devant le numérateur Q. Et ça, eh bien, donc, ça veut dire que les fluctuations de densité caractérisées par D sont petites par rapport aux fluctuations de phase caractérisées par C. Et donc ça justifie l'utilisation de mon Hamiltonien en gradient θ au carré que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà. Donc, je fais le bilan. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est donc partant d'une modulation du fluide en termes de champ classique, on a pu analyser la dynamique et l'équilibre thermique en utilisant ces modes propres densité-phase, essentiellement la phase, mais on a quand même regardé ce que la densité faisait. J'insiste sur le fait que j'ai toujours aujourd'hui exclu les vortex, parce que j'ai supposé que ma phase était suffisamment régulière pour être décomposée en série de Fourier. Et moyennant cette hypothèse, eh bien, on a trouvé que les interactions conduisaient à un quasi-ordre à longue portée, cette décroissance algébrique de la fonction G1. Et donc, ce qui nous reste à faire pour vraiment comprendre ce qu'on fait BKT, c'est comprendre ce qui se passe en présence de fluctuations de phase plus fortes, en particulier en présence de vortex. Et ça nous conduira, une fois qu'on aura regardé ça nous conduira à la deuxième question, qui est comment est-ce qu'on va connecter donc cet ordre, ce quasi-ordre algébrique qu'on obtient à basse température, à l'ordre qu'on attend à plus haute température, qui est pratiquement toujours en physique statistique une décroissance exponentielle des fonctions de corrélation, donc de G1. Donc comment se fait la transition entre cet ordre de basse température qu'on a trouvé ici et puis la décroissance exponentielle qu'on doit trouver à plus haute température. Donc tout ça, ce sera vraiment la transition BKT, le cœur dur, et c'est ce qui nous occupera pendant tout le cours de la semaine prochaine. Voilà, donc je m'arrête ici. Je vous rappelle que d'ici un quart d'heure, on a le séminaire d'Alexia Ofev sur donc, cette nouvelle approche à l'interprétation de la mécanique quantique, qui est cette théorie contexte, système, modalité, CSM pour les intimes. Voilà, je m'arrête ici. Merci pour votre attention.